Vous écoutez Tech Café, votre rendez-vous sur l'actualité des nouvelles technologies. Nous sommes le 13 janvier 2026 et c'est l'épisode 459. Le CES a fermé ses portes et il y a pas mal de choses à relayer en complément de ce que vous avez déjà eu comme information la semaine dernière. Des ordinateurs, je les attendais ceux-là, les ordinateurs aux écrans qui s'étirent, des smartphones originaux avec des claviers physiques, des lunettes connectées, des aspirateurs et aussi... malheureusement, le pire de ce que la tech peut avoir à proposer. Puis juste un mot aussi, ça va aller très vite, mais Apple a aussi annoncé Apple Creator Studio. On va vous en toucher un mot, c'est tout frais de cet après-midi. On va parler aussi un peu d'IA et son rôle dans la désinformation systémique de nos sociétés, ainsi que des dernières frasques d'Elon Musk. Je suis Guillaume Vendée, podcasteur technophile enthousiaste, et pour m'accompagner, il est à la tech ce que les Cirflex sont au cable management. C'est Guillaume Poggiaspala. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Bon, tu fais exprès de prendre des trucs que je connais pas là pour que je puisse pas répondre. Tu connais pas les Cirflex, tu sais, c'est les petits trucs en plastique allongés. Ouais, ça s'appelle peut-être pas comme ça, cela dit. Tu sais, c'est les tiges longues en plastique qui font que t'entoures les câbles, tu serres et après tu coupes l'excédent. Oui, d'accord. C'est aussi utilisé par les malfrats pour maintenir leurs victimes, tu vois. Oui. Mais bon, évidemment, nous on s'en sert pour gérer les câbles en bon technophile. Est-ce que ton câble management sous ton bureau est bon ? Je me posais la question. Le management est parfait, je veux dire. Il est tellement effrayant que personne ne rentre de mon bureau et ça, c'est une grosse avantage. Moi aussi. Il est quantique. Il est très très bon jusqu'à ce que quelqu'un le regarde et là, j'imagine qu'il part en vrille. Donc voilà. Bon, on vous pardonne si vous avez un câble management qui n'est pas bon. Je ne sais pas quel est l'équivalent français. De quoi, le rangement de câble ? Peut-être tout simplement. Je ne sais pas comment dire. Ouais, c'est vrai. Bon, le management de câble, c'est rigolo. Ça fait un peu, ça fait très pro. Câble manager. Merci beaucoup à Wimo, à Akbavon et Alexis Agaï qui se sont inscrits sur patreon.com/techcafé depuis la semaine dernière. Et merci évidemment à vous qui rejoignez Discord pour discuter entre vous et avec nous de tech, mais aussi de plein d'autres sujets. Et d'ailleurs, oui, Discord a été l'objet de discussions enflammées, c'est paradoxal, sur les frigos des grandes surfaces. Guillaume, t'as suivi ça ? Oui, vite fait, c'est vrai que j'ai trouvé ça marrant que le sujet chaud de cette semaine, ce soit les frigos, quoi. C'est ça. C'est vrai que chaque année, il y a des frigos débiles au CES, mais pas que. Pod mentionne que les frigos avec vitres, c'est moins bien isolé, donc c'est pas forcément une bonne idée. Perso, je me souviens très bien de cette innovation américaine, bien évidemment, qui m'avait marqué, forcément, c'était... non, ça m'avait pas marqué, ça m'avait enragé, littéralement, parce que ça consistait à remplacer la porte du frigo par un écran géant, une énorme télé. Qui affichait les articles qui restaient dans les magasins, donc à l'intérieur du frigo, quoi. Et en plus de bugger, de tomber en rade régulièrement, évidemment, ça chauffe l'intérieur du frigo. C'était magnifique. De toute façon, faciliter ou améliorer vraiment la vie des gens, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est sortir à tout prix de nouveaux équipements, quitte à partir dans l'absurde. Et on verra ça avec plein de trucs, les batteries portables, avec dans le pire du CES. Et figurez-vous d'ailleurs que le frigo vocal de Samsung que j'évoquais rapidement la dernière fois, apparemment, il est encore pire que ce que je croyais, parce que d'après le patron d'iFixit, le Smart Fridge donc, de Samsung il a un écran, justement, sur la porte. Il reconnaît les items qu'on met dedans, tu vois, et puis il les affiche dessus. Et puis, il affiche aussi des pubs, bien sûr, parce que maintenant, c'est un truc, ça. Et puis, il s'ouvre et se ferme à la voix, à tel point qu'il n'a pas de poignée. Et tout est mécanique. C'est-à-dire que les portes se ferment et il y a des moteurs pour ça, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe si ça tombe en panne, s'il y a une panne de courant, s'il n'y a juste pas Internet ? Pourquoi tu rajoutes des faiblesses et des points de défaillance en pagaille sur un truc qui marche normal, quoi, comme un frigo ? Voilà, parce qu'il faut vendre, le reste on s'en fout. C'est fou quand même, d'en arriver à retirer les poignées, pas permettre de l'ouvrir à la main, il faut que ce soit la voix. C'est vrai que c'est paradoxal. On va reparler de ces aberrations de la tech durant l'épisode. Juste un petit mot, alors 2 petits mots très rapides parce que j'ai eu des retours au sujet du nommage d'Office. Il y a eu plein de mea culpa dans la presse. On a dit que la marque Office allait disparaître. Et en fait, comme plein de monde, on a dit ça, il n'y a pas que nous qui l'avons inventé. C'est pas si simple. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le nommage chez Microsoft est complètement bordeleux. Donc, il y a Word, Excel, PowerPoint qui gardent leur nom. Ça, on est tous un peu rassurés. Et Office 365, le service d'abonnement pour accéder aux apps, en fait, il avait déjà été renommé, lui, en Microsoft 365 depuis novembre 2022. Et ça s'est renommé en Microsoft 365 Copilot App en janvier 2025. Oui, il faut mettre du Copilot partout. Donc voilà, en fait, on disait que la marque Office allait disparaître. C'est l'application Hub liée à l'abonnement servi chez Microsoft qui change de nom. Bon, c'est pas plus clair qu'avant, voire même c'est encore plus bordélique, mais on voulait quand même reclarifier les choses. Et la suite Office qu'on achète en une fois, celle pour laquelle vous ne payez pas l'abonnement, elle s'appelle toujours Office 2024. On est rassuré, Guillaume, je pense, non ? Enfin, je sais pas. Non, je te sentais pas trop inquiet, quand même. Non, je ne suis pas inquiet du tout. Enfin, de toute façon, Microsoft part en couille, on le sait, c'est bon.
On a fait le tour à ce sujet-là. Par contre, pendant qu'on y est aussi sur les actus peut-être un peu plus chaudes, on a cet après-midi eu 2 infos qui sont arrivées. D'une part, la confirmation d'un truc qu'on avait un petit peu en rumeur, c'est que Gemini va propulser Siri très prochainement. Il y a eu l'annonce officielle de la part d'Apple et de Google, donc c'est quand même assez costaud comme annonce, je pense, et on reviendra dessus peut-être quand on aura beaucoup plus d'infos. Mais c'est marrant de voir qu'Apple est parti bille en tête avec OpenAI dans l'IA générative, avec les LLM, avec Apple Intelligence, et en fait, maintenant, on va propulser Siri avec Gemini. Donc ça va être hyper intéressant à suivre. Et au passage, d'ailleurs, Apple, je l'ai vu aussi passer. En fait, je cumule plein de micro-trucs que j'ai vus avant l'enregistrement. Pour la première fois en 14 ans, Samsung vient de perdre son titre de premier vendeur mondial de smartphones au profit d'Apple. Donc voilà, c'est vraiment le moment Apple. Et pour couronner le tout, Apple qui a sorti cet après-midi Creator Studio. Et Creator Studio, c'est quoi ? C'est un abonnement. Et oui, un abonnement de plus à 12,99 €. Et c'est marrant parce que quand on regarde les tests, les gens sont assez enthousiastes sur le fait que pour le prix, c'est plutôt intéressant tout ce qui est fourni avec. Les étudiants, c'est même 2,99 €. Et en fait, ils vont rassembler plein d'applications de création avancée, notamment Final Cut Pro, notamment l'équivalent de GarageBand, enfin la suite Logic pour l'audio, plein d'outils destinés plutôt aux professionnels et qui visent à concurrencer un petit peu la Creative Suite, et des fonctions avancées, comprenez un peu de fonctions à base d'IA et des catalogues dans la suite équivalente à Office ou Microsoft 365 Copilot. Bref, vous me suivez. La suite bureautique d'Apple avec les tableurs, l'édition de texte et les présentations visuelles. Donc, quelques catalogues de visuels, des possibilités de gérer des choses par IA. C'est disponible le 28 janvier et j'ai l'impression qu'il y a plein de retours très positifs. Moi, ça m'horripile de voir qu'il y a un abonnement de plus qui se profile. Bon, on n'est pas obligé d'y souscrire non plus. Et c'est vrai que par contre, ça rend des accès comme celui de Final Cut Pro qui était assez cher, peut-être un peu plus accessible à 12,99 €. On peut encore, là, pendant quelques temps, acheter les apps en une fois pour les avoir en licence, entre guillemets, à vie. Mais ça va très vite basculer sur l'abonnement. Donc voilà, c'était juste pour souligner le fait qu'Apple propose des abonnements en plus. Sans autre forme de procès, le CES, donc le grand salon de la tech dont on vous a déjà relayé des annonces la semaine dernière, a continué. Il est maintenant terminé, il est complet. On a du nouveau. Guillaume, quel est le bilan à tes yeux de cette édition 2026 ? Ben ouais, ça y est, la dernière fois, donc il venait juste de commencer ce CES, là il s'est fini le 9, donc on peut revenir très vite fait sur une sorte de... évidemment, on va revenir dessus plus en détail, mais bon, si on voulait faire une sorte de bilan, c'est vrai que c'est un petit peu en demi-teinte quand même, il y avait des trucs vraiment cool, vraiment marrants évidemment, comme d'habitude. Alors, et ça vous surprendra pas trop si je vous dis que le thème central c'était l'IA, qu'il y avait des machins IA partout jusqu'à la nausée, bon, on est habitué Évidemment. aussi aux exubérances, aux excès de ce salon. Mais c'est vrai qu'il y avait un petit côté dystopique quand même. Cette année, la mobilité électrique, elle était quand même vraiment en retrait par rapport au reste, par rapport à l'IA et par rapport aux robots aussi beaucoup. Et puis il y avait aussi beaucoup moins de tech verte, quoi. C'est vrai que c'est marrant parce que il y a quelques années, on avait pas mal on se plaignait même d'y avoir du greenwashing, d'avoir de la tech verte un peu partout. À tort ou à raison, tu vois. Alors que là, on est vraiment comme en 40, c'est-à-dire qu'on fait des gadgets à foison, des trucs un peu foireux, voire carrément foireux, comme des Funko Pop IA, par exemple, ce genre de truc. On sent qu'il y a un petit basculement aussi au CES, comme aux USA, comme dans le monde entier peut-être, je sais pas, mais bon. Et c'est vrai que toutes ces considérations un petit peu gauchisto-écolo, vision idéalisée du futur, tout ça c'est mort. Les robots et les IA seront toujours là pour vous, pour t'accompagner, pour te parler, et pour te surveiller aussi un petit peu comme du lait sur le feu. Et donc il y a un petit peu côté glauque à certains trucs, et c'est aussi marrant à voir quelque part. Le CES, c'est toujours évidemment un révélateur de tendance, quoi. Donc c'est un peu révélateur de ce qui se passe dans le monde quelque part. J'ai l'impression que le monde innove aussi, des trucs pas forcément utiles. Il y a du robot et de l'IA et tout le monde se fout de l'écologie. Enfin, je caricature. non, mais c'est un peu ça. Donc écoute, allons-y, plongeons. On peut Allez. commencer par les téléphones si tu veux. Allons-y, avec grand plaisir. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en téléphone ? Bon, je mentionnais ce qui m'a moins marqué un petit peu, parce que bon, là, des téléphones, il y a tellement. Bon, on peut commencer par le futur téléphone pliant de Motorola, quand même, qui se lance dans le pliant grand format. Motorola était déjà connu pour son Razr, qui est un téléphone de format standard qui se plie en deux, donc horizontalement, donc il prend 2 fois moins de place. C'est moins cher, c'est plus compact, c'est un concept qui a su trouver son public, j'ai l'impression. Cette fois, Motorola veut se lancer aussi sur le pliant façon Galaxy Fold, c'est-à-dire avec une pliure verticale. Donc c'est un truc qui est 2 fois plus grand une fois ouvert, et donc c'est le Razr Fold qui fera 8,1 pouces déplié.
Il a un écran extérieur qui est vraiment impressionnant, qui fait 6,6 pouces, donc il y a 2 téléphones, en gros, quoi. Tu as un téléphone à l'extérieur et une tablette dedans. Et puis, tu as de bons capteurs photo, 50 mégapixels de chez Sony en standard. Motorola va concurrencer donc directement Samsung et Google. Ça sera très intéressant de voir à quel prix et à quel point l'arrivée de plus en plus d'acteurs comme ça sur ce créneau va faire baisser les tarifs, c'est ce qu'on attend quand même. Et puis sinon, j'ai remarqué quelque part à l'autre bout du spectre un peu, les appareils atypiques qui sont passés, pour le coup, voilà, c'est peut-être un peu détox numérique, on peut dire, comme Ouais. tendance. Et le premier, c'est le Mind One de chez Ico. C'est un téléphone carré qui est tout petit, il fait 8 cm de côté. Il est mignon, lui. Hein. Il est mignon, il doit faire dans les 3 ou 4 pouces de diagonale, je dirais, un truc comme ça. Et donc, il est très très fin. C'est un écran AMOLED quand même, il est assez moderne. Il y a un appareil photo assez correct de 50 mégapixels. Et en fait, c'est un truc qui peut se déplier, se replier. Donc, ça peut servir de caméra selfie si vous le tournez vers vous. Sinon, vous le tournez vers l'extérieur. Ça fait une caméra normale. Il est sous Android, il coûte moins de $400. C'est un appareil vraiment à contre-courant, des pliants énormes qui veulent tout remplacer. Là, on a un appareil qui peut tout faire en théorie, mais qui est beaucoup moins orienté vers la consommation massive de contenu finalement. On peut lui adjoindre une coque avec un clavier physique, qui aura d'ailleurs une prise jack pour le coup, et ça le fait ressembler à un bon vieux BlackBerry. Et ça le fait aussi ressembler à un autre téléphone qu'on a vu sur le salon, le Clix, un téléphone de Clix, qui est monobloc, qui reprend le même concept. C'est un téléphone compact avec un écran plus carré, qui est un outil de messagerie avant tout. Et un outil de boulot limite, puisque voilà, plus de boulot qu'une machine Instagram. Et à Fortnite, Clix faisait déjà des claviers physiques pour les téléphones. Et là, il se lance dans un téléphone à 400 balles qui revient aux sources, si on veut, un clavier qui est lui-même tactile, d'ailleurs, ce qui permet d'ailleurs de faire défiler les choses à l'écran sans mettre les doigts sur l'écran. Le clavier est tactile lui-même. Et c'est un clavier qui pourrait être aussi agréable pour jouer à certains trucs d'ailleurs, puisqu'il y a aussi des raccourcis clavier du coup, puisqu'un clavier. Et moi je dis pourquoi pas, c'est marrant ce retour un petit peu à l'ancien temps. Tu sais, ça fait longtemps quand même qu'on parle de ces... Il y a plein de sujets qu'on va aborder là dans cette revue du CS où on aura l'impression d'avoir déjà aperçu ces produits par le passé. Parce que parfois c'est le cas. Et même bien souvent c'est le cas. Mais ce qui est marrant, c'est que ça n'arrive pas à percer malgré tout. Et j'ai même pas l'impression qu'on en entend parler autrement que dans le CES. Pourtant, franchement, là, le petit Ico, mais qu'est-ce qu'il est mignon! Et le fait que ce soit un écran carré, je trouve ça très intéressant parce que finalement, quelque part, c'est vrai que c'est pas avec ça que tu vas passer ton temps à aller scroller sur TikTok parce que j'imagine que ça rend ta vidéo pas très très agréable à regarder finalement. Donc moi, j'aime beaucoup ces trucs-là, mais c'est vrai qu'on passe jamais à l'acte d'achat, quoi. On va pas aller sacrifier non plus nos usages du quotidien par ça, voire même on serait plus tenté par des smartphones pliants comme celui dont tu viens de nous parler juste avant de Motorola. Bon, écoute. On verra ce que ça donne. Comme tous les ans, en tout cas, on a aussi des ordinateurs portables dont les écrans, vous le savez, s'étendent en largeur, ils s'étendent en hauteur et tous les ans, on relaie là aussi ce type de concept. Mais bon, on ne le voit pas dans la réalité. Touchons un mot quand même de ce qui a été présenté aussi. Il y en a qui sont réels pour le coup. C'est vrai que bon, qu'est-ce que ça serait un CES sans ordinateur portable complètement délire, c'est pas possible. C'est comme une pisse saladière sans lardon, c'est pas possible. Alors attention, il y avait pas que des pistes saladières sans lardon, il n'y a pas de lardon dans la pisse saladière, si. Non, mais dans tes pisses saladières. Non. Qu'est-ce qui t'en empêche Faut oser dans la vie, je sais pas. Donc oui, alors les ordinateurs du CES, il y avait de bonnes vieilles machines classiques quand même rafraîchies aussi. Il n'y avait pas que des ordinateurs un petit peu exubérants comme ça. Il y avait le retour donc des Dell XPS, comme tu l'avais évoqué la semaine dernière. Ouais. Il s'est enfin rendu compte que Copilot, personne n'en avait rien à foutre. C'est génial. Donc il a ressuscité la gamme XPS 14 et 16, des belles machines en aluminium avec un trackpad très large. C'est peut-être une tendance, ça d'ailleurs, et des écrans IPS ou OLED à rafraîchissement variable, dans des résolutions qui sont vraiment alléchantes, de 2880 par 1800 ou de 3200 par 2000 pour les 16 pouces. Tout ça sur du Core Ultra, donc série 300, les Panther Lake, dont on parlait la dernière fois, et donc on est très curieux de voir en test, évidemment. Surtout en face de son concurrent direct, désormais, les Qualcomm Snapdragon Elite X2, que l'on retrouvait dans des Zenbook Asus d'ailleurs, des Zenbook ultra fins, très légers, très séduisants, avec de très beaux écrans LED, un 14 pouces qui pèse à peine 1 kg, et un 16 pouces qui pèse 1,2 kg. Donc vraiment un gros ordinateur qui n'a pas l'air gros, qui fait pas gros, quoi, c'est marrant, il est tout fin. Et l'autonomie se compterait en jours, selon Qualcomm. Donc en gros, c'est des MacBook Air, mais façon PC, voire mieux. Côté portable de gaming, on a aussi évidemment de quoi faire avec MSI et Asus, qui avaient des modèles plus sages pour le coup, et c'est pas plus mal. Donc avec Asus et avec son TUF A14, qui est original parce qu'il fait le pari de l'architecture autour d'un Strix Halo d'AMD, c'est-à-dire un PC, un CPU, en tout cas un système sur puce où il y a CPU et GPU intégrés. Donc là, c'est assez rare. Normalement, PC de gamer, c'est synonyme justement
d'ordinateur avec une carte graphique externe. Là, pas du tout. Le Strix-Halo, c'est tout en un. Et ça donne des performances qui sont plutôt à l'entrée de milieu, entrée de gamme, évidemment, que le haut de gamme. Mais on est curieux de voir comment ça se comporte face, par exemple, à, je sais pas, une 5060 ou un truc comme ça. On peut mentionner aussi la CERT Swift 16, dont le très spacieux trackpad peut s'utiliser comme une tablette graphique. Donc, de fait, tu as le tablette graphique intégré, tu as même un stylet, où tu peux dessiner dessus directement. C'est peut-être un bon atout pour les créatifs. Donc, après, il y aura donc, on sent que vraiment, cette année, il y aura pas mal d'affrontements Intel, AMD, Qualcomm. 2026 sera une année vraiment intéressante pour les composants. Je m'en lèche gloutonnement les babines. J'imagine. Évidemment. Et quel dommage qu'avec la pénurie de RAM, les prix de tout ce beau matériel, malheureusement. Très, 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 très mal. Mais bon. Tout ça est bien beau, mais c'est un poil convenu. Vous me direz, c'est vrai. Alors, bon, si je vous rassure, évidemment, il y avait aussi des portables plus exubérants. Voilà, plus flamboyants, n'est-ce pas? Je ne sais pas par quoi commencer ce cabinet de curiosité. Alors, peut-être doucement par les machines qui existent vraiment, et qui pourront être achetées, parce que ce n'est pas le cas de toutes, mais il y en a qui existent. On commence avec la deuxième itération du ZenBook Duo d'Asus, qui passe en Panther Lake, donc, et qui a toujours son double écran. Alors cette fois, c'est beaucoup moins de bordure sur les écrans, ce qui fait qu'on a beaucoup plus de continuité. Finalement, tu as vraiment l'impression d'avoir une surface double d'écran. Alors c'est en hauteur. Vous avez 2 écrans 14 pouces empilés l'un sur l'autre. Et en fait, la machine, c'est les 2 écrans qui se replient l'un sur l'autre et le clavier s'attache magnétiquement. Donc ça revient avec beaucoup moins de... Enfin, disons, en étant plus élégant, on va dire. Ensuite, on a le Lenovo ThinkBook. La photo, excuse-moi, juste sur l'Asus ZenBook Duo, on a vraiment l'impression, photo authentique évidemment, que c'est une photo buggée, générée par IA. C'est fou, tellement c'est bizarre. Donc, tu vois, bizarre, effectivement, mais bon, écoute, pourquoi pas. C'est un truc qui a existé déjà l'an dernier, mais qui revient rafraîchi. On a aussi le ThinkBook Gen 7 qui est auto-twist, donc c'est de Lenovo. On avait sans doute parlé aussi, c'est un ordinateur portable à écran pivotant qui vous suit du regard, on va dire, tel la Joconde. Enfin, plus mobile que la Joconde quand même. Donc là, vous avez vraiment un moteur qui fait tourner l'écran pour vous suivre lors d'une réunion Zoom. Si vous ne tenez pas en place, ça ne vous arrête pas. J'avais pas compris que c'était autorisé. Vous pouvez aussi le commander, d'ailleurs. Vous pouvez le lui demander de tourner, et puis il se ferme automatiquement. Au-delà de ça, c'est un portable normal, sauf qu'il vous suit, effectivement. Donc, si vous le levez, par exemple, et que vous allez montrer des trucs sur un tableau, il vous suivra. Donc, ça peut être pratique, effectivement, dans certaines conditions très particulières. Ok. Bon, beaucoup trop normal. Chez Lenovo, ils s'ennuient. Donc, ils s'amusent avec des écrans OLED. C'est rigolo, les écrans OLED, c'est flexible, et donc ça peut s'enrouler partout. Tu peux faire des trucs fun. C'est comme le portable. Alors, c'est comme le portable gaming Légion. C'est un Légion, c'est un proto. C'est un portable prototype, donc brandé Légion, qui a un écran de 16 pouces, en standard, en 16 dixièmes. Et il se déroule sur les côtés pour ajouter de la surface et passer en 21.5 ou 24 pouces ultra large. C'est trop bien, je trouve. C'est votre voisin dans le TGV qui va être content. Donc, une fois déroulé, l'écran est quand même presque 2 fois plus gros. Tout se fait mécaniquement, et pour l'instant, c'est clairement pas très au point. Ça fait du bruit. Au niveau logiciel, le jeu, il comprend rien. T'as des trucs qui... Oui, ça avait un jeu sur très très grand écran, il replie, et le jeu, en fait, il reste... il s'adapte pas, quoi. Donc, ça peut être corrigé, ça. Oui, ça sera corrigé, certainement. Mais bon, pour l'instant, voilà, c'est un pur concept. Et un autre concept qui est peut-être le restera, c'est le ThinkPad Rollable XD, qui est aussi... Alors, lui, pour le coup, il semble un peu plus crédible. Ça pourrait devenir un produit dans pas trop longtemps. L'idée est assez intéressante. C'est un portable, donc écran OLED, et cet écran est enroulé sous le capot. En fait, l'écran, il est trop gros, il déborde et il s'enroule sur le capot, à l'extérieur. L'écran est trop haut, quoi. Il déborde sur le capot, il se replie, et en mode normal, en fait, tu vois, donc toi, tu regardes l'écran intérieur, donc tu as une taille d'écran standard, on va dire, et puis tu as un morceau de l'autre côté du capot que tu vois pas, mais qui est actif, qui est toujours utilisable. Et à l'extérieur, tu le vois, quand tu refermes le capot, d'ailleurs, tu as un écran externe, du coup. Sur ton ordinateur, tu as en fait un écran externe qui pourrait afficher des trucs intéressants, des informations. Et ce capot, en fait, il est télescopique. Il est en 2 morceaux, il coulisse. Le fond, donc ça s'allonge, et la partie d'écran qui était à l'extérieur, elle va glisser vers l'intérieur, du coup. Puis, donc mécaniquement, Et une fois complètement déployé, tu auras face à toi un écran qui est 1,5 fois plus haut, qui sera devant toi, quoi. Et replié, donc tu as un ThinkPad de 13 pouces, un truc vraiment très classique, et il passe en 16 pouces, en mode portrait, pour le coup, quand il se déploie. Alors évidemment, ce sera un peu plus fragile et sans doute beaucoup plus cher, c'est pas encore prêt, mais c'est un concept qui est peut-être plus crédible que le précédent, parce que du coup l'écran prend de la hauteur, c'est plus pratique que d'emmerder les gens sur les côtés, quoi. Le mécanisme est relativement simple, et la portion d'écran extérieur, comme je le dis, pour là, elle ne servait pas à grand-chose, c'était vraiment une démo, mais on peut imaginer qu'elle puisse afficher des notifications, des widgets, une horloge, que sais-je, quoi.
Ce qui est fou, c'est toutes ces parties mécaniques qui promettent une fragilité énorme et une durabilité sans doute réduite. Et d'ailleurs, au passage, je voulais faire juste un petit clin d'œil parce que l'ami Cassim qui était au CIS, le chanceux, il a pu voir un nouveau système de refroidissement qui n'est pas basé sur un ventilateur et qui a l'air d'être basé sur une manière de charger électriquement pour faire évacuer de l'air. Donc voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails parce qu'il n'y a pas forcément tous les détails qui ont été communiqués. Il y a la petite vidéo chez Frandroid qui en parle. Mais en vrai, je trouverais ça trop cool que, contrairement à tous ces concepts d'ordinateurs qui rajoutent de la mécanique pour, certes, des usages qui ont l'air très très chouettes, qui sont d'agrandir et de réduire des écrans, eh ben si on pouvait se débarrasser de la mécanique pour évacuer de l'air aussi bien qu'un ventilateur, bon, il faudra quand même juger sur pièce parce que je pense que, je sais pas si ça peut offrir les mêmes performances, mais c'est chouette. Les trucs mécaniques, moi, dans les ordis, j'ai quand même tendance à penser que c'est jamais bon signe pour l'avenir. En tout cas, les écrans ont l'air vraiment cool. On continue parce qu'il n'y a pas que Microsoft qui veut mettre de l'IA partout dans ses PC et pas comme Dell jusqu'à cette année. Il y a aussi donc Lenovo. Évidemment, pas question de Copilot dans ce PC par IA, mais il est plutôt question de Kira. Kira, c'est quoi ça, Guillaume? Kira? Oui, puisqu'on parle de Lenovo, on peut mentionner rapidement qu'on a eu 2 infos donc, sur les cadres de la boîte. D'une part, ils sont trop sensibles à la pression sociale et ils n'ont pas lu Death Note. Puisque eux aussi, ils vont foutre un agent IA dans toute leur machine, et ils l'ont appelé Kira, donc Kira, quoi. Et Kira, c'est aussi le tueur de Death Note. Bon, avec un Q, certes. C'est voilà, Kira avec un Q. Mais qu'est-ce que c'est Kira? Ce sera un agent présent sur toutes les machines, c'est-à-dire les portables Lenovo, principalement, mais aussi les téléphones Motorola, puisque la marque a été rachetée en 2014. Donc Kira prendra modèle sur Apple Intelligence, un peu, en tout ce qui... en ce sens, si tu veux, qu'il va utiliser à la fois des modèles locaux quand il peut, autant que possible, et puis aussi des modèles en cloud quand c'est pas suffisant. Et comme tout change et évolue très vite, mais ils veulent pas dépendre de modèles en particulier, donc ils vont utiliser un prestataire d'IA externe, voire plusieurs à la fois, qui pourraient changer au fur et à mesure. Et ils vont faire un agent à eux, donc comme copilote, mais il sera modulaire, donc il utilisera Gemini ou ChatGPT à divers moments, ou voilà, selon les envies, les humeurs, le climat, tout ça. Les Motorola ont déjà donc une IA intégrée qui s'appelle Moto AI, bien entendu, dont tout le monde se fout. Enfin, plus précisément, je cite, qui n'a pas eu une bonne rétention malgré un engagement initial élevé. Voilà. Traduire, tout le monde l'a lancé une fois, a dit bonjour et parti. Il n'est plus jamais revenu. Donc, ils veulent plus faire de chatbot eux-mêmes, mais des agents pour automatiser des trucs, quoi. Histoire de ne pas se prendre une volée de bois vert comme Microsoft avec Recall, par exemple. Là, il met sur la transparence. Tu pourras toujours dire que tu veux pas, et puis tu pourras ne pas l'utiliser, quoi, et tu pourras aussi savoir ce qu'il fait en temps réel, etc. Exactement. D'ailleurs, une volée de bois vert, c'est pas une expression désuète, ça, mais si, c'est une expression désuète. Peut-être, je sais pas si c'est une expression, en tout cas, c'est une formule désuète, peut-être. Ouais, une volée. Ça vient d'où? Une volée, c'est des coups, tu te prends une volée, je pense que ça va, quoi, il n'y a pas de problème. Ouais. Alors pourquoi se prendre des coups de bois vert? Parce que c'est vicieux, le bois vert, ça se casse pas. Donc en fait, ça fait comme un fouet, ça fait encore plus, voilà, ça fait mal. Mais quelle est l'origine? Oui, ami BDSM, sachez-le, c'est ça l'origine. D'accord, oui, non, mais ça c'est l'origine du sens, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui se sont amusés à se fouetter à coups de bois vert? C'était quoi? C'était une punition? C'était un plaisir? C'était le bon vieux temps où on pouvait enfin élever ses enfants correctement, voyons. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je regrette ça? C'était tellement bien. Oh là là. C'est clair. Enfin bref, comme tout le monde, Lenovo veut que Kira soit une manière de se différencier, quoi. Voilà, c'est tout. Il met de se différencier des autres, un facteur de rétention des clients chez la marque. Parce qu'il faut voir que de plus en plus, un peu comme chez les téléphones, la configuration des machines, elle s'uniformise, ça fait plus trop rêver, les PC sont suffisamment puissants, suffisamment bons, quoi. Et c'est vrai qu'entre un Dell, un HP ou un Lenovo, qui a grosso merdo la même config, et tu vois comment tu te démarques, ils veulent tous avoir quelque chose pour ça, quoi. Et donc un agent qui a le même nom qu'un tueur en série, ça peut être pas mal. Un tueur en série de criminels, mais quand même. Bon, moi, j'avais évidemment pas la ref. Je me suis douté qu'il y avait une ref à Death Note, donc j'ai été chercher quand j'ai vu les notes de l'épisode. Allez regarder, il y a toujours des petits clins d'œil, plus ou moins cryptiques parfois, dès les premières lignes de ce conducteur. Mais je suis juste circonspect, sachant justement, comme on l'a dit l'épisode dernier et cette semaine encore, que par exemple Dell s'est rendu compte que le fait de vendre le fait qu'il y avait de l'IA dans ses PC était plutôt contre-productif. Donc écoute, je souhaite le meilleur pour Lenovo. Après tout, je leur souhaite de vendre plein d'ordinateurs, mais je ne sais pas si c'est vraiment... Voilà, on leur fait des bisous en tout cas, sachez-le. On va parler des composants. Donc tu le disais, ça va être une année très intéressante sur le plan des puces et des composants. Donc tu t'en lèches les babines évidemment à l'avance, et on va parler justement d'Intel qui voudrait concurrencer le Z1 Extreme d'AMD.
cette puce qui permet d'offrir finalement des puissances, notamment graphiques, dans des machines portables comme l'Asus ROG Ally, par exemple. Il voudrait faire la même chose, Oui, Intel. on va être assez court parce qu'il n'y a pas énormément d'informations, hein. On sait que Intel veut effectivement son propre équivalent du Xeon Extreme d'AMD, hein, effectivement pour les Steam Deck, ROG Ally, etc. Pour l'instant, ça s'appellerait les Core G3 et leur GPU pourrait dépasser les B390 qui sont plus ou moins elles-mêmes en face des Strix Halo. Donc on peut considérer que c'est proche d'une 4050 pour être très très large. Bon, on n'en sait pas plus pour le moment. C'est assez logique qu'Intel veuille se positionner là-dessus. Ils sont quand même un peu en retard. AMD est complètement omniprésent sur ce secteur. Par ailleurs, Intel a d'ailleurs présenté un autre truc qui n'a rien à voir. C'est une nouvelle technologie HDR qu'il a développée avec Samsung. Et ça s'appelle le Smart Power HDR, ce qui va optimiser la consommation des écrans quand tu es en HDR. Parce qu'on le sait, évidemment, le HDR, c'est très cool, mais ça consomme plus. C'est plus lumineux, ça peut consommer beaucoup plus, quoi. Et par défaut, les écrans se rabattent plus souvent sur le SDR parce que, en général, quand tu travailles, tu n'en as pas besoin et puis ça consomme un peu moins. Et SDR pour Standard Dynamic Range, évidemment, par opposition au HDR. Le Smart HDR serait capable de faire varier le voltage d'une manière beaucoup plus fine et d'avoir une luminosité plus adaptative et une consommation beaucoup plus adaptative en fonction de la proportion de pixels très clairs sur l'écran. En fait, l'écran est plus ou moins... Enfin, le voltage de l'écran est plus ou moins haut, quoi, j'ai l'impression. Et donc, mais ce qu'on ne se rend pas compte au départ, j'ai l'impression, c'est de la consommation du HDR. C'est vrai que moi, naïvement, je ne me rends pas compte que ça consomme beaucoup, le HDR. Le HDR consomme beaucoup si tu affiches des trucs très, très clairs. Enfin, en fait, si tu veux, c'est la consommation maximale sur les images claires. Oui. On parle de l'OLED, donc évidemment, si tu as des images foncées, ça consomme de toute façon peu. Par contre, si tu as des images qui sont très claires, qui ont des parties très claires, en SDR, si tu veux, la consommation est maximale, elle est bornée, quoi, elle est limitée, alors qu'en HDR, elle peut monter plus haut dans ce genre de situation. Et donc, avec le Smart HDR, Intel annonce en moyenne entre 17 et 22% de consommation en moins. De quoi donc activer le HDR sans trop culpabiliser, bouffer la batterie. Il y avait des démos à l'appui, avec plein de mesures, tout ça, ça a l'air de marcher pas mal. Et écoute, tant mieux, ça permettra d'activer le HDR plus souvent. Magnifique. On va continuer avec une proposition qui, moi, je la trouve très cool sur le papier, en tout cas. On va voir. HP a été remarqué donc, cette année par une autre proposition de PC. Alors, il n'est pas question ici d'écran qui s'étend en hauteur, en largeur, etc. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'écran du tout. En fait, l'ordinateur, c'est un clavier et c'est à nous de le brancher où on veut. Et moi, franchement, je trouve ça cool, Guillaume. J'aime bien cette idée. Oui, surtout que c'est un retour aux sources, puisque pour les vétérans comme moi qui ont connu les débuts de la micro-informatique, rien que le fait que je dise micro-informatique, ça fait de moi un dinosaure. Qui dit ça Qui dit ça aujourd'hui? Mais effectivement, du TRS-80 au ZX Spectrum en passant par le C64, ou le célèbre CPC ou le CPC, le CPC les crocos, quoi. Donc, ces ordinateurs 8 bits, la plupart étaient directement intégrés au clavier. Et on les branchait sur une télé ou un écran spécial, évidemment, ça dépendait. Mais bon, de nos jours, ça se fait plus trop, mais il y avait quand même eu le Raspberry Pi 400 qui avait remis ça au bout du jour un petit peu. Il y en existe une version d'ailleurs remise à jour avec le Raspberry Pi 5. Et c'était quand même de petites machines pas super puissantes, mais bon, en tout cas avec le Raspberry Pi 5, c'est quand même assez puissant pour faire des trucs généraux. Et c'était marrant de revoir un PC dans le clavier, mais il n'y avait pas de vraie machine beaucoup plus puissante que ça. Et HP va beaucoup plus loin, puisqu'il propose un ordinateur complet avec un Ryzen AI de série 300, dans un clavier qui, vraiment, à la première vue, a l'air tout à fait normal. Si tu le sais pas, c'est pas facile à avoir. C'est bluffant. C'est légèrement plus épais peut-être qu'un clavier standard, et puis c'est légèrement plus lourd aussi, à 750 grammes. Et il y a aussi les connecteurs qui peuvent évidemment trahir cette Elite Board, qui est un faux clavier et qui est un vrai copilote PC, sous Windows 11 Pro, avec un NPU à 50 TOPS, tout ça. La machine est vendue avec une souris, peut avoir jusqu'à 64 Go de RAM et 2 Tera de SSD, et même une batterie. Pourquoi faire? Je sais pas trop, puisque évidemment, tu as besoin d'un écran externe, donc à quoi peut te servir une batterie? C'est pas complètement évident. Alors, il y a des écrans sur batterie aussi, donc tu peux avoir ton écran sur batterie, ton clavier sur batterie, peut-être. Si c'est peut-être plus, je sais pas, plus agréable pour toi, je sais pas trop. Pourquoi vouloir un truc comme ça plutôt qu'un portable, d'ailleurs, je sais pas trop. Non plus. Parce que tu veux pas dépendre de l'écran, qui est un truc qui peut être fragile, qui peut... Non, je sais pas, oui, j'en sais rien. Tu peux avoir un mini PC qui est beaucoup plus extensible et sûrement moins cher, assez facilement. Donc, mais en plusieurs morceaux. L'attaque un morceau, c'est cool. Oui, mais c'est vrai, il y a moins de câbles, effectivement, du coup, il y a moins de morceaux, pourquoi pas. Il y a certainement je me dis, pour des d'usage, flottes, même des flottes d'employés dans une entreprise, tu as les stations de travail avec les grands écrans, chacun se balade avec son petit clavier. Avec des bureaux collectifs où des écrans sont dispo, mais pas de PC, pourquoi pas.
pourquoi pas. C'est marrant, en tout cas original. Mais je suis pas sûr que ça soit la majorité des cas d'usage. En tout cas, s'ils le proposent, c'est qu'ils ont vu un segment sur le plan marketing, on suivra ça. La mode des lunettes connectées était présente aussi au CES avec un nouvel acteur dans le domaine qu'on connaît bien pour les affichages numériques. On le cite souvent, c'est l'imprononçable Jimmy. Oh, j'y arriverai jamais. Jimmy, bref, qui veut suivre les traces laissées par les Meta Ray-Ban Display. Meta Ray-Ban Display qui fonctionne bien, hein. C'est fou, hein. Les Ray-Ban Display de Meta connaissent un succès tel qu'elles ne seront désormais plus vendues en dehors des États-Unis suite à une trop grande demande. Il y a tellement de demandes que la production ne suit pas. Après, ça veut rien dire parce que peut-être ils ont commencé très doux et qu'ils produisent très peu et que donc du coup c'est facile qu'il y ait une pénurie. En tout cas, bon, donc ça veut pas rien dire en fait. Mais en tout cas, c'est plus haut que ce à quoi s'attendait Meta, ce qui est quand même intéressant. Ouais. Et ils vont rajouter des fonctions supplémentaires d'ailleurs sur leur propre, voilà, donc Les lunettes, modèles. je vais y arriver. Alors il y aura le Ray-Ban Display. téléprompteur, il y a donc des anti-sèches, hein, tout simplement, qui peuvent apparaître dans ton champ de vision. C'est très malin ça. En fait, c'est très très malin, je Oui, trouve, comme usage. c'est assez évident hein, comme Mm. usage. Ça sera diffusé dans les lunettes. Il y aura aussi un guidage GPS qui sera possible dans 4 nouvelles villes américaines. Tu pourras envoyer des messages directement avec les lunettes en utilisant WhatsApp ou Messenger. Et alors, tu vas taper, entre guillemets, le texte en utilisant le fameux Neural Band, qui est cette espèce de bracelet qui perçoit les signaux musculaires dans le poignet. Et donc, en fait, tu fais mine d'écrire un truc, écriture manuscrite, et ça le décode, et ça te permet d'écrire des messages comme ça. Probablement pas très rapide, mais bon, pourquoi pas. La Et, démo de Mark Zuckerberg sur scène paraissait très convaincante. Après, ouais, c'était la démo de Mark Zuckerberg. c'est ça. Moi, mais ça, c'est intéressant, franchement. Et d'ailleurs, cet Ouais. appareil a un potentiel certain qui dépasse les Meta Ray-Ban. C'est peut-être même plus intéressant pour moi que les Meta Ray-Ban d'ailleurs. Ouais, Meta c'est vrai, moi aussi, je trouve. fait des partenariats en ce moment avec Garmin, par exemple, pour explorer d'autres applications plus larges de la bande, de cette espèce de bracelet. Pour l'instant, c'est très très basique, hein. Tu peux gérer une interface simple dans une voiture pour l'infotainment avec ton pouce. Bon, c'est pas très impressionnant, mais c'est intéressant. Au-delà de l'interaction simple avec des smart speakers, des thermostats, des objets connectés, c'est un mode d'interface assez nouveau et ça pourrait aussi être tout bêtement utile pour des personnes avec un handicap potentiellement. Donc moi, je trouve ça intéressant. Le Neural Band, en tout cas, je trouve ça assez intéressant. Et puis, tu en parlais effectivement, pour conclure, on a vu un autre type de paire de lunettes, peut-être une autre proposition qui venait de chez XGMI. Comme ça que je le prononce, je ne sais pas. Ah, c'est plus facile, bien joué. Le XGMI, XGMI, donc, très connu évidemment pour ses projecteurs, fait un projecteur, mais dans des lunettes, enfin en tout cas dans une monture. C'est la série des Memo. Et c'est une paire de montures vraiment très fine, pour le coup vraiment très normale, quasiment indiscernable d'une monture standard, quoi, c'est vraiment très discret. Sauf qu'elles ont des mini-projecteurs dans les branches, et affichent des trucs du coup sur le verre. Alors il y a 3 modèles, il y a le One, le Memo One, hein, c'est le modèle phare qui est équipé de 2 écrans, un par œil, il y a le Memo Air Display qui est plus légère, qui a un seul écran, c'est monoculaire, et puis il y a le Memo Air qui a pas d'écran du tout, qui est audio only comme les premières Meta Ray-Ban. Alors les Memo Mind sont alors minimalistes hein, dans le sens où il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de suivi des yeux, l'affichage est monochrome, elles consomment aussi très peu d'énergie du coup, et elles ont une grosse autonomie. Elles peuvent afficher des notifications du téléphone, elles peuvent afficher quelques applications, enfin des informations envoyées par quelques applications spécifiques. Et puis tu peux faire de la traduction en temps réel, tu as un mode téléprompteur du coup aussi comme chez Meta, l'affichage des paroles de musique, le guidage GPS, ce genre de trucs. Possibilité d'utiliser des commandes vocales apparemment aussi pour GPT et Gemini. Alors, elles ont pour elles d'être vraiment très légères et très discrètes. Elles ont pour elles aussi, pour moi, de ne pas avoir de caméra et donc d'éliminer tout un tas de problèmes dont j'ai déjà parlé abondamment. Et elles n'ont pas pour elles leur prix parce qu'elles coûtent quand même $700, quoi. C'est pas rien vu les concessions qui sont faites. Donc, écoute, je sais pas, pourquoi pas, c'est un peu différent comme proposition. Bon, ça peut être utile dans certains cas particuliers, mais pour le grand public, je sais pas si ça vaut le coup, franchement. Ça aura sans doute pas le même attrait que les Meta Ray-Ban et les Meta Ray-Ban Display. Je complète juste pour dire qu'il y a un article sur techcafé.fr écrit par l'excellent Thorax. Ils sont disponibles dès la homepage maintenant, dès tout en haut de la page d'accueil, où il a fait un petit focus sur les ROG X-Real R1, où en gros, je lis le titre, Asus invente le jeu vidéo spatial. C'est une collaboration entre Asus et X-Real. Un écran virtuel, l'équivalent de 171 pouces à 4 mètres de distance avec une latence de 3 millisecondes.
57 degrés de champ de vision seulement quelque part, mais un produit qui est intéressant si vous voulez en savoir plus. Il y a un article donc sur techcafé.fr. En attendant, on passe aussi aux batteries. Et oui, les batteries sont aussi présentes comme l'an dernier au CES 2026, peut-être un peu moins présentes. J'étais pas au CES, mais en tout cas, j'ai vu moins de relais des batteries qui semblaient être omniprésentes en 2025. Et un modèle est en production actuellement. C'est la première batterie solid state, batterie à électrolyte solide. Et ça risque, on vous en a déjà parlé dans Tech Café de ces technologies, de changer bien des choses, meilleure densité, meilleure vitesse de recharge, meilleure stabilité, meilleure durée de vie. Et elle rend aussi, je crois, amour et fertilité, c'est ça Guillaume ? Absolument, elle rend de beau et aimable, et ça, c'est important. Ah, Beaucoup de mots. magnifique. Donut, oui, sera là. Retenez bien ce nom, peut-être qu'il sera historique, parce que peut-être qu'effectivement 2026 sera l'année de la révolution de la batterie solide. Enfin, on en parle depuis des années, c'est pas simple à mettre au point, hein. Les premiers qui ont assuré aux investisseurs qu'ils allaient inonder le marché, c'était Fisker. C'était en 2018, c'était au CES, et ils y ont renoncé en 2021, et Fisker, il est parti en faillite, hein, carrément en 2024. Ça s'est pas bien terminé, mais cette année, c'est les Finlandais de Donut Lab, meilleur nom possible, qui annoncent, ils ont plié le problème, ça y est, ils annoncent les batteries solides seraient en ce moment même en production. Une sorte de Graal, c'est la batterie solide, vraiment, hein, une évolution du lithium-ion qui passe en mode super saiyan. On a déjà évoqué le changement majeur, hein, l'électrolyte solide, laisse passer les ions, donc c'est solide, mais ça laisse quand même passer les ions comme les liquides. Et les avantages, ils sont multiples, effectivement. Ça stocke plus d'énergie pour le même poids, on serait sur du 400 Wh par kilo. Ça prend pas feu, ça c'est bien. Ça se recharge Ah oui. super vite. Ça tient le froid, ça c'est vraiment très bien aussi, hein, jusqu'à Ah moins ouais. 22, c'est un des problèmes des batteries actuelles, hein. Et Mhm. surtout, c'est quasi éternel. Alors j'exagère un petit peu, mais pas tant que ça, parce que Donut Lab annonce quand même 100 000 cycles de recharge. Alors pour commencer, alors on lit plutôt le chiffre de 10 000, en tout cas chez leurs partenaires. C'est quand même moins spectaculaire, hein, mais on est quand même autour de 1000 à 1500 avec les batteries actuelles, quoi, hein. Et la durée de vie, en pratique, des batteries actuelles est pourtant déjà supérieure à celle de la voiture qu'il y a autour, des fois. Donc c'est Oui. quand même si c'est même que 10 fois mieux, seulement 10 fois mieux, Ah, tu m'étonnes. la batterie Donut serait de loin la pièce la plus durable du véhicule. Et véhicules, il va y en avoir. Et la première batterie Donut, je m'en lasse pas, vont équiper donc des motos de Verge Motorcycles. Donc Donut Lab est même en fait issu de gens qui travaillaient chez Verge avant. Donc il y a une Verge TS Pro qui peut se recharger en 10 minutes, avoir 30% d'autonomie en plus avec du lithium-ion, et une batterie qui pourra continuer à servir longtemps après que la moto sera partie à la casse. Si on part sur une estimation donc très prudente, hein, de 10 000 cycles, et qu'on on fait un cycle de charge-recharge par jour, ça fait déjà 27 ans. Donc on est quand même assez tranquille. Les C'est batteries clair. solides sont une potentielle révolution. Les batteries garderaient donc leur valeur et leur utilité pendant des décennies. Le temps de rechargement devient nettement plus proche de la durée d'un plein, on serait autour de 15-20 minutes, si on suppose que les infrastructures existent. Évidemment, ce qui est toujours un Mhm. problème particulier, mais bon. Donut Lab nous vend du rêve, il faut rester prudent, c'est une start-up de quelques dizaines de personnes, mais là vraiment il semble qu'on ait une vraie production industrielle en Finlande, d'une batterie solide commerciale. Donc de petite taille dans un premier temps, hein, sans doute aussi c'est pour ça qu'ils visent les motos. Le prix est pas connu, là encore on vise des motos qui sont assez luxe, donc peut-être que c'est relativement cher pour commencer, quoi. Mais si ça marche, on pourra avoir des voitures électriques l'année prochaine, ça pourrait être une révolution qui commence vraiment et qui commence en Europe pour une fois. Ouais, c'est ça, c'est cool hein, de souligner effectivement que c'est européen. C'est génial de se rendre compte que des startups comme ça, d'un petit nombre de personnes, arrivent à proposer des choses telles que celle-ci. Alors attention, hein, il faudra vérifier tout ça au-delà des annonces d'un CES et de les mettre en parallèle de la réalité. Mais bon, on peut quand même être un peu enthousiaste. Il y a une tendance qui semble avoir brillé par son absence. On en touchait un mot tout à l'heure en parlant des grandes tendances du CES. Ce sont les projets autour de la transition énergétique hein, et de l'écologique et de l'écologie. Mais comme on le disait, je pense que c'est aussi le relais des grands enjeux dans le monde et on peut pas dire que ce soit un sujet qui fasse l'objet globalement d'une actualité très encourageante en ce moment, Guillaume. Ouais, bon, c'est vrai qu'on a parlé en intro, les temps changent, et un truc très révélateur de ça, c'est quand même la présence moins marquée de véhicules électriques au salon et l'angle par lequel on les montre. On montre les véhicules électriques par l'autonomie, par l'intelligence artificielle. On C'est présente vrai. plus juste des voitures électriques, mais des taxis autonomes, des machins qui s'autopilotent parce que sinon ça vaut pas la peine. Et on avait Mercedes qui a montré donc sa voiture Nvidia, sa voiture avec le Alpha Mayo Nvidia, une pièce, J'adore. le maillot une pièce bien entendu. Uber présente son nouveau taxi autonome en Lucid Gravity, et Hyundai, lui, arrive carrément avec son robot plutôt qu'un nouveau modèle de voiture.
La voiture électrique en elle-même est moins un sujet alors de même que tout ce qui touche aux renouvelables, finalement, c'est aussi moins un sujet. Cette année, le CES d'ailleurs mettait ensemble à la fois tout ce qui touche l'énergie au sens large et les trucs renouvelables. Donc une boîte qui fait du nucléaire ou un fabricant de batteries, bah, c'est aussi dans la même catégorie qu'un fabricant d'éoliennes. Du coup, oui, il y avait beaucoup de stands en fait dans cette aile-là, mais on peut bon, bah, il y avait c'est compté différemment, quoi. Alors on va quand même évoquer quelques produits qui pourraient être intéressants ou c'est pas encore trop, mais bon quand même. On commence avec la turbine de Shine qui existait déjà, mais qui arrive en version 2 et qui est une mini éolienne. Je savais même pas que ça existait. L'idée, c'est que comme on peut avoir des mini panneaux solaires, hein, pour recharger des petits appareils en camping, par exemple, on pourra aussi avoir une mini éolienne. Donc la Shine, elle peut produire jusqu'à 75 watts et c'est la taille d'un gros ventilateur. À l'envers, bien entendu, qui pèse dans les 2 kilos. Elle est assez légère et du coup, même une petite brise la fait tourner. Alors quel cas d'usage? Bah, parce que ça doit quand même faire un petit peu de bruit. Peut-être qu'en camping, justement, près de la tente, c'est pas forcément idéal, je ne sais pas. En tous les cas, c'est une possibilité. On notera aussi la batterie biodégradable de Flint, avec des composants basés sur la cellulose, qui se dégrade en quelques semaines seulement. Bah, c'est littéralement une batterie en papier, sans lithium ni cobalt, ni nickel, donc elle est pas chère à fabriquer, elle est sûre, elle prend pas feu. Ce qui est bien pour une batterie en papier. On Ah connaît oui. Flint depuis presque 1 an déjà, et maintenant il semblerait qu'ils atteignent 220 Wh par kilogramme. Ce Alors, c'est qui pas est avec ça qu'on va faire une grande autonomie en voiture, mais Bah, disons que, c'est un petit peu en dessous des batteries classiques, hein, qui tournent autour de 300, on va dire, et les futures batteries solides nous promettent, vers les 400. Cela dit, l'aspect écolo est quand même un avantage, hein, donc ah il oui. y a, bah, peut-être une croisée des chemins ou peut-être, c'est peut-être complémentaire et l'avenir peut-être sera la batterie solide increvable et avec, pourquoi pas aussi des batteries en papier renouvelable. C'est, 2 possibilités qui sont intéressantes, bon après il y avait aussi des trucs un petit peu plus, basiques, on va dire terre à terre, hein, comme un compacteur de sacs plastiques. Il peut vous faire des briques de 15 kilos, ça j'ai beaucoup apprécié. Donc vous J'adore. mettez du plastique dedans, des sacs plastiques par centaines, et oui, vous les compressent, vous faire des briques. Ils font, je sais pas, 20-25 centimètres de côté, quoi, et qui font 15 kilos. C'est pratique pour recycler, mais bon. Et puis au-delà des sacs à dos, solaires et des nouveaux panneaux en perovskite, on avait aussi des trucs plus originaux, comme le Heirloom, qui est un nouveau type d'éolienne vraiment bizarre. C'est vraiment énorme par contre, hein. Donc c'est pas des éoliennes de poche là, hein, c'est une énorme structure en métal qui forme une ellipse suspendue à 20 ou 30 mètres de haut. C'est un énorme rail. Eh bien, cette ellipse, c'est un rail, hein, il y a vraiment un rail sur lequel sont accrochées des pales qui tournent poussées par le vent. Et chaque pale, qui fait donc le tour, hein, voilà, elle fait le tour de cette ellipse-là, ben, chaque pale est profilée et accélère sur le rail, elle génère un peu d'énergie, ce qui est récupéré au niveau des roulements, j'imagine. Et il y a des dizaines de pales, comme ça, sur ce rail qui tournent, et l'ensemble remplace directement un champ d'éoliennes. D'après Heirloom, l'avantage de leur système, c'est que c'est beaucoup plus simple, surtout, que d'avoir des dizaines d'éoliennes. On va réduire la OK. masse de 40%, le nombre de pièces de 42%, et surtout, ce sont toujours les mêmes pièces. Et en plein exemplaire, tu as les mêmes pièces, donc c'est beaucoup plus facile à fabriquer et à monter aussi. Et alors, bon, le prix probablement est aussi à l'avenant, je ne sais pas, je connais pas tout au niveau des performances et du bruit, tout ça, je sais pas trop ce que ça donne. Mais c'est une idée qui est assez originale et pourquoi pas, c'est intéressante. Tu sais, c'est pour ça, qu'il faudrait, soit qu'on aille au CES, soit qu'on ait, des personnes qui y sont allées, qui puissent nous faire un retour. Je pense notamment aux compères de Swiss for Tech avec qui, on a fait les épisodes, pré-CES, en fin d'année dernière. C'est que si ça se trouve, il y a eu plein de projets, de ce type-là, vraiment plein, 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 mais que la sélection qui est faite par la presse, ne les relaie pas plus que ça. Peut-être pour les mêmes raisons que ce qu'on évoque, hein, c'est que les tendances ne sont pas à faire attention à ça. Et puis il y a la presse américaine, peut-être qu'elle est aussi, influencée. Je ne sais pas, je soulève la question, j'ai évidemment pas du tout la réponse. Le CES 2026, c'est aussi une nouvelle fournée de robots, des robots ménagers. D'ailleurs, on n'a pas attendu le CES, hein, ça fait déjà quelques semaines et quelques mois qu'on vous en parle, mais évidemment, c'était le cas aussi au CES. Et notamment, des aspirateurs robots, des aspirateurs laveurs. On avait parlé l'an dernier du robot qui ramassait les chaussettes là, avec son petit bras. Pouc. Et ben, on franchit une nouvelle étape cette année, Guillaume. Absolument, les robots avaient une place de choix au CES, comme d'habitude. Comme toujours, désormais, on va donc commencer doucement avec les aspirateurs robots les aspirateurs robots qui se robotisent de plus en plus, hein, vraiment. On avait déjà donc des aspirateurs avec des bras au CES l'an dernier, c'est vrai. C'était un proto de Roborock. Et là, il y a Dream qui récidive cette année avec, ou Dream ou Dreamy, je ne sais pas exactement comment ça se dit. Ça récidive cette année avec un nouveau bras beaucoup plus évolué, sur un modèle qui va vraiment être commercialisé dans le Cyber 10 Ultra. Donc votre aspirateur pourra donc vraiment déployer un bras avec une pince. Il pourra saisir des objets qui pèsent jusqu'à 500 grammes et il pourra donc voilà, saisir des doudous et des chaussettes et des qui traînent. Le Voilà. chaton.
et les foutre ouais, ou le chaton et le foutre à la poubelle, voilà, tant pis, hein, il est capable de laisser traîner tes trucs. Et puisque cet aspirateur est littéralement cet aspirateur, puisque cet aspirateur il a un bras, il peut faire des trucs beaucoup plus intéressants avec, parce que c'est littéralement Oula. l'inspecteur gadget des aspirateurs. Ouf, tu m'as fait peur. Il peut Ouais. avoir un gogo gadget à pince, effectivement, donc il a une pince, voilà, comme on a dit, mais il peut aussi aller tout seul chercher d'autres gadgets sur cette station de base où il y a une Ça, c'est malin. espèce de bibliothèque de gadgets, grosse Une base. arme à hein. feu. Alors, très probablement, pour le public américain, très probablement. Au Texas, il y aura le truc arme à feu, mais bon, là, ils nous ont juste montré qu'ils pouvaient par exemple changer son bras pour un gogo gadget à brosse et aspirer avec la poussière aspirée par le bras et stockée dedans. Et quand il va remettre son gadget dans la truc, là, C'est cool. dans la station, ben, la base évacue directement la poussière et tout ça. Donc, il a plusieurs gogo gadgets comme ça, et Dream se démarque de Roborock qui propose des aspirateurs avec des bras et des pattes. Parce que c'est là aussi la nouveauté. On avait vu déjà à l'IFA des trucs comme ça. On avait vu un Roborock qui est arrivé avec des petites pattes. Là, ils sont quand même arrivés avec un aspirateur avec des grosses pattes. C'est ça la différence cette année. On a un aspirateur à grenouille. Ce Donc, sont des jambes, ouais. bah, carrément, il a des grosses pattes arrière comme ça qui se déplient d'ailleurs dans le même sens que celle d'une grenouille, quoi. C'est à l'envers de nous. Et il a aussi des roues au bout des pattes. Bah, comme une grenouille, quoi, comme une vraie grenouille. Il saute pas, par contre, hein, malheureusement, mais Les presque. grenouilles n'ont pas de roue au bout des pattes, mais... Comment ça? On m'aurait menti. Mais donc il peut monter de gros escaliers en se levant. Donc il se lève sur ses pattes arrière comme ça, il avance sur le bide, c'est comme sur l'escalier. Et puis après, il Ouais. fait des manœuvres avec les roues, il se met sur le côté pour remonter une patte à la fois. Puis comme ça, C'est il monte vrai. les escaliers. C'est pas très pratique, mais enfin, bon, il y arrive. Hein, c'est marrant, il est un peu pâteau. Mais il faut pacifier. Il est un peu pâteau, mais les trucs pâteaux comme ça, il faut pacifier. À mon avis, c'est un tueur qui te poursuivra dans toute ta maison et à tous les étages, au plus aucun endroit qui sera sûr. Hein, c'est fini. Alors, je suis pas sûr que l'aspirateur grenouille soit commercialisé cette année. Hein. Il avait l'air plus ou moins... Enfin, ça avait l'air assez au point, mais bon, il n'y avait pas de date de commercialisation, je suis pas sûr. Par contre, Roborock va mettre à jour ses Saros 20 avec un mécanisme de papate qui est donc beaucoup moins gros que celui-ci, mais qui permet quand même de monter des petites marches d'une dizaine de centimètres. Donc, si vous avez des petits trucs comme ça, des petits obstacles, ça permettra de les contourner quand même. C'est vrai que je pense qu'à partir du moment où ils arriveront à résoudre le fait de monter et descendre les escaliers de manière simple, ce qui n'est pas gagné, hein, il y aura peut-être un engouement parce que ça reste un frein important pour ces appareils. Je ne pense pas qu'il y ait grand monde qui a envie d'installer d'autres de ces appareils. Maintenant, je suis très curieux de voir ce qui va se passer quand il va vraiment monter les escaliers. Et oui, les escaliers, on l'a vu, mais quand il les descend, à mon avis, il se laisse descendre en direct, il tombe. Ça sera beaucoup plus rapide. Il descend très très vite, effectivement. Il descend beaucoup plus vite. Non, parce que s'il doit se tourner, redéployer les pattes et tout, c'est chiant. Non, mais carrément, il tombe en direct. J'avoue, avec un parachute, peut-être il jette dans le vide s'il y a la possibilité. Ou alors il déploie une espèce de petit skateboard et puis hop, il descend comme ça sur les bords. Et pourquoi pas une petite, un petit surf comme ça. Ouais, ça peut être sympa. Si vous voulez des idées, on vous en donne, hein, après tout. Et puis, il y a le pire du CES, ce que attends, il y a des robots. idées... Non, mais il y a quand même des robots. Oh, pardon, aussi. on a manqué des robots avant le pire. Oui, Non, pardon. parce qu'on a commencé doucement avec les robots. C'est vrai, non, pardon, les vrais robots, pas les aspirateurs robots, mais les robots vraiment humanoïdes et tout. Les vrais robots humanoïdes, parce qu'on passe au vrai machin, là. Le CES a été l'occasion pour Hyundai de cramer totalement la politesse à Tesla, quand même. Alors, parce que Elon nous promettait des milliers de robots dans ses usines fin 2025, alors qu'on n'a toujours pas vu. Hein. On n'a même toujours pas vu fonctionner Optimus en mode autonome, il me semble. Boston Dynamics, lui, il est déjà parti, ça y est. Ces robots Atlas vont travailler pour de vrai dans des usines Hyundai. Et il y a une usine de robots capable d'en produire 30 000 par an qui sera en construction. Cette année, Boston Dynamics se lance donc vraiment concrètement dans la commercialisation de robots humanoïdes et la production de masse qui va commencer. Les robots Atlas trouveront donc ils se trouveront dans certaines usines Hyundai à certains postes particuliers, en mode autonome. Donc ils fonctionneront tout seuls, même si évidemment ils peuvent aussi être télécommandés à la demande. Ils sont apparemment capables de supporter des températures entre moins 20 et 40 degrés. Ils sont très modulables. Donc en fait c'est très facile de réparer des machins, de changer la batterie à chaud, ce genre de choses. Ils seraient pas dangereux pour les humains, ça c'est ce qu'on dit, hein. En tous les cas, ils annoncent qu'il y aurait une sécurité, c'est-à-dire qu'ils ne forcent pas trop, hein. Ils s'arrêtent de forcer assez rapidement, voilà, pour pas abîmer les petits avions de fragiles qui sont autour, quoi. Alors ça, c'est d'après Boston Dynamics. On a déjà évoqué les Atlas, donc qui sont ces versions électriques, bien sûr, hein, avec cette espèce de gros anneau lumineux en guise de visage, et qui se déplacent globalement comme des humains, mais pas toujours, et qui sont le fruit quand même de 13 ans de recherche depuis maintenant. Hein. Les robots ont déjà montré leurs aptitudes assez étonnantes en mode autonome à reconnaître des pièces, à les déplacer, à les ranger.
Alors, ils pourront être téléguidés en VR, hein, si possible, et si nécessaire. Et on a aussi appris que Boston Dynamics allait faire une collaboration avec DeepMind pour les rendre encore plus intelligents. Donc les futures versions d'Atlas utiliseront vraisemblablement une version de Gemini Robotics, qui est un modèle multimodal vision-action, et donc ils pourront a priori comprendre les instructions vocales ou textuelles, ils pourront profiter de la base de connaissances de Gemini, et ça pourrait être assez impressionnant, hein, parce que tu couples vraiment une intelligence qui est assez évoluée, hein, dont on a déjà parlé pas mal, hein, de Gemini Robotics, à une mobilité, une agilité très intéressante aussi, qui est celle d'Atlas. Après, bon, il y avait aussi beaucoup d'autres démos, ça c'était voilà ce qui a fait les gros titres, parce que c'est quand même assez marquant. Il y avait d'autres démos, d'autres constructeurs aussi, qui étaient très bluffantes, hein. Il y avait l'humanoïde de Unitree, par exemple, qui faisait du kung-fu, littéralement. Il faisait littéralement des coups de pied sautés, des acrobaties aériennes, on se croirait dans Matrix. C'est assez délire à voir. Il y avait aussi un Mentibot, qui apprend comment remplacer la batterie d'un collègue. Ça c'est marrant, ils s'entraident. En regardant faire un humain, il apprend à enlever l'espèce de sac à dos qu'ils ont là en guise enfin, c'est des batteries, c'est des espèces de sacs à dos qui sont que tu peux changer à chaud. C'est un système robotisé aussi. Enfin, il y a aussi un système robotisé pour nourrir les personnes handicapées ou malades. Il y a toujours des recherches assez incroyables sur des sortes de robots chiens qui se baladent en terrain difficile. Alors, vous me direz, ça s'est vu assez fréquemment, hein, des robots chiens qui se baladent un petit peu en forêt. Mais là, il a uniquement une caméra à l'avant. Il n'a pas de lidar, il a juste, grosso merdo, une webcam sur la tête et c'est tout. Il n'y a pas de 360, rien. Et donc, il y a un nouvel algorithme de cartographie en 3D qui lui permet de se balader quand même de manière vraiment bluffante, quoi. Et puis, il y avait aussi Wall-E. Et oui, évidemment, il n'a pas pu passer entre les mailles du filet de ta veille, celui-ci, hein, il ressemble tellement. Il s'appelle W1, c'est vraiment Wall-E en vrai, c'est de Zeroth Robotics. Il est chinois, il n'a pas les couleurs d'origine pour éviter les procès, mais c'est vraiment lui à 100%. C'est vrai. C'est plus, alors, c'est une plateforme de développement vraiment, hein, plutôt qu'un robot rigolo. Il coûte quand même 5000 balles, mais tu peux avoir ton Wall-E et puis tu peux le programmer pour faire un petit peu ce que tu veux, c'est quand même marrant. Effectivement, le fait qu'il ait le design du Wall-E original de Pixar, c'est un argument évidemment énorme pour convaincre tout le monde. Allez, cette fois-ci, le pire du CES, donc ce que les mauvaises idées arrivent à traduire en projet réel, a commencé pour illustrer cette tendance, cette fâcheuse manie à vouloir rendre ultra complexe un truc simple. On parlait tout à l'heure des portes de frigo, mais il y a aussi les chargeurs de batterie qui s'équipent d'écrans et d'autres trucs dont on n'a pas vraiment besoin, hein. On peut le dire, hein, que serait le CES sans un monceau de conneries inutiles qui détruisent la planète, je vous le demande. Cette année, on avait encore l'embarras du choix pour remplir cette rubrique du pire. Je sais même pas par quoi commencer ni dans quel ordre, alors pourquoi pas par cette tendance débile de farcir les batteries portables de fonctions inutiles et contre-productives. Une batterie d'appoint, c'est très utile. Qu'il y ait un écran OLED dessus avec un économiseur d'écran, non. Parce que ça pompe de l'énergie, hein, en plus, et il me semble. Et donc c'est un petit peu étrange vu l'objectif de l'appareil. De même C'est avoir du un grid dock. qu'en fait plein avec des petits visages là, ça fait un moment, mais bon, c'est mignon, hein. Oui, c'est mignon, bah, c'est mignon, c'est sûr. Pas l'intérêt. Mais bon, de même, il y a une grosse tendance qui est de faire des docks. T'as un dock sur ton bureau pour recharger ta batterie. Je veux dire, oui, c'est une bonne manière de gonfler le prix de la batterie pour que dalle, hein, avec souvent des connecteurs propriétaires en plus, parce que je sais pas, tout le monde s'est branché un câble USB-C, je pense, donc bon, je vois pas. Rajouter des fonctions à un appareil pour tenter de le différencier de la masse, ça peut parfois aboutir à des actes désespérés et absurdes, comme de rajouter des caméras à un casque audio. C'est le projet Motoko de Razer qui embarque un CPU Snapdragon, quand même, hein, un Je truc savais assez que ça te puissant, plairait. et 2 caméras au niveau des yeux, enfin voilà, sur Des oreilles. évidemment sur les Enfin, oreilles évidemment, mais au niveau ouais. des yeux. Ouais. Parce que tu peux, alors évidemment tu peux tout streamer en direct, bien entendu, hein, c'est ça l'idée, faire comme les smart glass de Meta Ray-Ban, mais avec un casque. Et donc tu peux aussi envoyer tout ce que tu veux à ChatGPT, et voilà, ChatGPT va savoir où tu es, il pourra te répondre, etc. C'est merveilleux. Alors bien sûr, si je rage sur les Ray-Ban, je vais rager exactement pareil sur les Motoko pour les mêmes raisons, hein. Comment vendre un casque audio super cher en oblitérant toute notion de droit à l'image et de vie privée? Bon. Heureusement, c'est juste un concept, donc espérons que cette abomination n'existe jamais, ne se vende jamais. Je sais que tu crois pas. L'IA est à la mode, et donc on doit en foutre absolument partout. Alors pourquoi pas dans des pop, dans des Funko Pop? Parce que, je sais pas, moins par moins, ça fait plus, tu vois. Donc si on réunit 2 conneries, ça s'annule. Peut-être 2 conneries, une connerie fois une connerie, ça fait un truc intelligent, on sait pas. Eh C'est ben non. mignon un pop. Ben oui, mais non, 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 non. Les Funko Pop, c'est le mal. Et rajouter un NFC dans un Funko Pop pour activer une personnalité bidon sur un chatbot, c'est toujours le mal.
C'est un Ouais. concept de chez Boudio et Oli. Alors, c'est pas des rappeurs, c'est C'est vrai que ça fait rappeur. Boudio et Oli, je suis désolé, c'est marrant quand même. J'avoue. Donc c'est deux trucs différents, c'est deux boîtes différentes. Et leur idée de base, c'est à peu près la même, hein, c'est tout simple. C'est-à-dire, alors parfois tu as une base avec un écran, parfois pas, mais c'est pareil. Tu as une base qui lie avec un lecteur NFC, tu poses ta figurine dessus, qui est pas de truc NFC, puis ça active un bot prompt sur un chatbot lambda. Et tu peux aussi discuter avec Einstein, ou une cartomancienne, ou Chandler de Friends. Et tout ça, c'est au même niveau, notez bien. Chandler ou Einstein ou la cartomancienne, c'est pareil. Bon, enfin, évidemment, avec des simulacres en mousse de Einstein ou Chandler. Alors, vous pourrez très bien, évidemment, le faire gratos en demandant tout simplement à n'importe quel LLM commercial ou de le faire, bien entendu. Hein, ça n'a aucun intérêt. Mais bon, comment vous faire collectionner des trucs inutiles et surtout sans se poser une seconde la question de l'infrastructure derrière? Tout ça, c'est évidemment. Regardez bien que consommer du jus pour rien, c'est pas trop le souci cette année, vraiment. Il suffit de voir que tous les constructeurs proposent désormais des télés artistiques, prévues pour afficher des images fixes toute la journée, quel bonheur. Que ce soit Samsung, LG ou TCL qui s'y met, bien évidemment. Alors que des solutions existent, hein. Le papier, déjà, le papier, le carton éventuellement, ou même, si vous voulez être vraiment super high-tech, les tableaux e-ink. Tableaux Oui. e-ink couleur. Et Oui. d'ailleurs, il y en avait un au salon qui était, qui Incroyable. sera diversement apprécié, je pense, par nos amis artistes, puisque on avait donc les tableaux de Framey, qui sont donc des assez grands tableaux, on va dire, pour des trucs e-ink, c'est relativement grand, et c'est des trucs e-ink couleur. Et franchement, la résolution et les couleurs sont vraiment sympas, quoi. Mais comme c'est 2026, bah, tu peux pas juste vendre un produit qui affiche des trucs normaux. Non, non, il faut mettre de l'IA dedans. Et du coup, ce tableau e-ink qui affiche donc a priori n'importe quoi, il a une commande vocale et tu peux dire ce que tu veux afficher et il l'affiche. Mais c'est pas juste effectivement. C'est-à-dire une mythe, c'est ça que tu dis, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui. Donc Ouais. effectivement, tu peux pas dire Tout le monde va demander des mythes. je veux tel portrait de tel peintre. Non, non, tu peux dire je veux une grosse mythe et avec un chapeau, et il t'affiche une énorme mythe avec un chapeau, tu vois, parce qu'il y a une IA qui va générer tout ça et te l'afficher en quelques secondes, c'est merveilleux. C'est un Mettez tableau. ça dans une maison où il y a des ados, vous allez voir, ça va être rigolo, tiens. Ça va être absolument formidable. Mais rien que pour ça, remarque, tu sais que ça me file envie d'en avoir une, ça m'énerve. Moi Tu aussi. m'énerves, ça me file envie. Parce que c'est quand même un tableau qui est prévu pour afficher du slop à la base. Hein. Ouais, il y a moyen de customiser ça, de le faire soi-même, je pense, en do it yourself, si on a la technologie d'écran, je pense. Mais même sans la technologie d'écran, il y a moyen de faire des trucs. Mais bon. Bon, bah écoute, on verra si tu précommandes ce tableau. Il coûte combien ce tableau? J'avais vu, il n'est pas donné encore, lui. Bah C'est non, toujours ces non, trucs. ouais. Il Vu est la à taille. 347 € dans le petit normal. format, 870 Oui, € ouais. dans le C'est grand assez cher, format. hein. Ouais. Ouais. Mais bon, la techno d'écran est toujours assez chère. Allez, vous avez en plus pas tout à fait touché le fond. Il y a bien pire. Alors, Guillaume, dans la veille, il y a ce truc à base de sucettes. Je l'ai vu passer dans ton conducteur, je ne l'avais pas vu avant, et je me suis dit, c'est quoi ce machin? J'ai essayé de comprendre, j'ai toujours pas compris. De quoi s'agit-il, franchement? Écoute, oui, il y a encore pire que tout ce qu'on vient de décrire, hein, largement, et c'est les produits de Satan. C'est des trucs qui sont sur la wishlist de Behemoth depuis longtemps, hein, sans doute. Hein. Par exemple, la Lollipop Star, qui est une abomination pure et simple. Bah, c'est une sucette qui diffuse de la musique dans ta bouche par conduction osseuse. Je comprends pas ce Alors, truc. le concept est complètement débile, on est parfaitement d'accord, mais surtout, ce qui est affreux, c'est que c'est jetable. C'est-à-dire, la sucette qui chante doit durer, je sais pas, 5 minutes, et après tu la fous à la poubelle. C'est-à-dire l'électronique avec, la batterie, tout ça, poubelle. Parce qu'on n'en a rien à carrer dans la planète, elle peut aller se faire la planète, tu vois. Bon, je m'égare. Je comprends pas dans quel esprit dérangé un truc comme ça a pu naître, ni comment c'est même pas interdit, juste. Déjà, ça doit être interdit d'être aussi con, mais de base, tu vois, je sais pas. Dans le même style de merdification de la réalité, on peut aussi citer, je sais pas, la machine à café IA, par exemple, qui parle avec Alexa. Le frigo vocal, tiens, voilà pourquoi pas, dont on a déjà parlé. Ou le tapis de course qui est tellement smart, qui collecte et diffuse des quantités de données personnelles et médicales sur toi, sans aucune garantie de sécurité, c'est même marqué dans les conditions d'utilisation. Nous ne pouvons pas garantir la sécurité des données. J'adore, précédemment, j'aime l'honnêteté, donc je prends ça comme quelque chose de positif, je sais pas. Et puis, il y a les bonnes idées qui ne peuvent que tourner mal, comme Amazon qui crée un App Store pour Ring, des caméras connectées. Donc en fait, c'est des centrales de vidéosurveillance qui pullulent déjà et dont les utilisateurs pourront utiliser les fonctions d'intelligence artificielle pour rajouter des fonctions encore plus louches que celles qui existent déjà. Qu'est-ce qui peut mal se passer? C'est sûr que les gens ne vont pas faire des trucs flippants, tu vois.
Puis il y a aussi des fausses bonnes idées, je pense, hein, comme par exemple celle de Ah. Bosch, qui a une idée Ah. absolument fabuleuse, hein, celle de faire des vélos comme des iPhones, en fait. C'est-à-dire signer les pièces numériquement. Chaque pièce d'un vélo doit être enregistrée sur un serveur et a un utilisateur spécifique. Et à la base, c'est pour lutter contre le vol. Ok, mais Ah dans oui. les faits, Quel fléau. chaque partie de ton vélo est verrouillée, comme les parties d'un iPhone, et d'ailleurs, ça va avoir probablement les mêmes conséquences. Ce Mm. verrouillage numérique, ça va, il est complètement au bon vouloir de Bosch, quoi. Comme la signature des composants, c'est un cauchemar pour les réparateurs indépendants avec les téléphones, ça sera le même cauchemar qui pourra arriver Mm. pour les vélos. Et ça me tente pas du tout, du tout, du tout. Mm. Et bon, on peut terminer évidemment en apothéose, je pense, avec ce qui a unanimement réuni la presse. C'est vrai que c'est marrant de voir cette volonté des constructeurs de reproduire ce qu'on voit dans les films de science-fiction, qui sont souvent dystopiques pourtant, tu vois. Et c'est vrai que Blade Runner 2049, c'est pas un exemple à suivre. Et pourtant, la copine virtuelle du héros du film, ça a été plus ou moins reproduit par Razer, hein, puisque c'est un peu ça le projet AVA. C'est un tube qui affiche un hologramme de 5 pouces, un hologramme entre guillemets, c'est pas vraiment en 3D, mais enfin bon, qui interagit comme dans le film. Donc tu lui parles, elle répond, elle bavarde un peu tout le temps. Elle le voit par sa caméra et elle voit aussi ton écran de PC. Elle est marketée comme un assistant de jeu, mais en fait, bien sûr, c'est aussi un assistant personnel. Et il y a... Alors, c'est un inventeur de type animé japonais, hein, qui est d'ailleurs propulsé par Grok. Donc, en gros, c'est Annie, hein, c'est la meuf en 3D d'Elon, là. Mm. Mais c'est Annie dans un tube. Alors bon, pourquoi pas, si elle se rend utile à l'extrême limite. Et franchement, les démos sont assez nulles. Elle sert à rien. Elle parle tout le temps, elle te couvre de compliments et de banalités. Et même en gaming, elle est tellement superficielle que je vois mal comment elle pourrait t'aider à quoi que ce soit. Mm. Que ce truc soit vendu comme un compagnon de jeu, en plus, c'est quand même un peu dystopique, quoi. Un compagnon de jeu, c'est, je veux dire, parce que t'as vraiment pas d'amis, c'est un peu, tu vois. Et surtout, c'est creux, parce qu'avec les capacités actuelles des IA et de ce qu'on nous montre, ça sert à rien, quoi. C'est en 3D, c'est rigolo, mais derrière, ça t'apporte pas vraiment grand-chose, quoi. Alors évidemment, il y avait le cran au-dessus, hein, il y avait Emily, qui clairement est une poupée sexuelle très légèrement robotisée. C'est pareil qu'Ava, mais au lieu que ça soit une image dans un tube, c'est une poupée gonflable, quoi. Enfin, gonflable, c'est une poupée sexuelle, mais grandeur nature, hein, avec des moteurs en plus dans la face pour singer quelques émotions simples. C'est LoveSense qui fait ça. LoveSense sont spécialisés dans le sextoy connecté. Alors là, ils y sont allés franco quand même, hein, niveau sextoy connecté. Rien qu'en vidéo, c'est vrai que la rigidité de l'ensemble est assez malaisante et surtout, c'est vendu comme un compagnon qui ressemble à un humain. Non, enfin, franchement, ça ressemble de loin quand même à un humain, hein. Il y avait, et je trouve qu'il y avait trop de compagnons avec trop d'IA basique dans ce salon et c'est un peu cringe un peu quand même, hein. On veut capter trop de temps d'interaction et d'intimité avec des machines. Pourquoi faire? Je veux dire, on n'est plus dans la fonctionnalité là. On veut que tu passes du temps à parler, à socialiser avec des chatbots basiques qui te caressent dans le sens du poil. Mais c'est pour quoi faire? Ça sert à quoi? Ça te rend service, ça? La tech, elle est là Mm. pour rendre des services, elle est là pour être utile avant tout. Et là, ça devient bizarre. Ça devient sacrément curieux. Vous pourrez aussi, là aussi, aller lire l'article de Thorax sur le sujet sur techcafé.fr. Une sortie encore floue et un passif encombrant, titre-t-il sur la fin de son article. Avant qu'on continue, un petit mot quand même pour, évidemment, traditionnellement, vous êtes habitués que je vous parle un peu de Patreon. Ça fait 1 an bientôt que j'ai créé mon entreprise et puis que je consacre tout mon temps à la création de contenu. Alors, je me rends compte quand je regarde aussi les outils auxquels je suis abonné, qui rentrent maintenant dans des charges de l'entreprise. Attention, hein, je parle un vrai professionnel maintenant, avec tous les outils possibles, parmi lesquels l'outil qui permet d'héberger le podcast. Et puis, évidemment, c'est possible grâce à vous, parce que vous êtes abonné à la version complète sur patreon.com/techcafé. Et puis, vous rémunérez très concrètement ce projet que j'ai créé il y a plus de 10 ans. En fait, ça va faire une quinzaine d'années maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Et c'est grâce à vous donc que ça dure depuis aussi longtemps. Les avantages, je vous les rappelle quand même pour vous, ils sont toujours aussi incontournables, à commencer par l'écoute du podcast sans la pub, la possibilité d'échanger de manière privilégiée du contenu en exclusivité. J'ai diffusé aujourd'hui le 2e épisode des coulisses où je vais continuer à vous partager des infos sur ce qui se passe derrière les enregistrements de podcasts. C'est en tout cas super facile d'y accéder, d'en savoir plus sur patreon.com/techcafé. C'est un abonnement qui est sans engagement et puis vous pouvez vous désabonner à tout moment. Et je voudrais insister sur un truc que je trouve quand même pour le coup plutôt cool. Ils savent chez Patreon que le frein à la carte bancaire au départ pour l'inscription à un service, il est compliqué. Et on peut tous légitimement comprendre qu'on n'a pas envie tout de suite de mettre sa carte bancaire, mais vous pouvez aussi
de vous inscrire gratuitement. Donc, vous n'avez pas forcément les contreparties qu'il y a lorsque vous êtes abonné payant, mais vous avez accès à quelques avantages et quelques infos en avant-première. Et vous êtes en plus susceptible de recevoir des offres de la part de Patreon, des offres automatiques. Ce n'est pas moi qui les lance, mais pour vous proposer quelques petites réductions en fonction de vos profils de consultation. C'est vraiment une plateforme, en tout cas, que je trouve vraiment cool à l'administration, qui prévoit aussi d'ailleurs prochainement d'intégrer le déploiement d'espaces d'échange intercréateurs, une espèce de réseau social interne sans algorithme. Ils veulent lutter contre les réseaux sociaux très courts à la Instagram, TikTok et proposer des expériences d'interaction assez humaines. On verra ce que ça donne. Je suis sur liste d'attente. En tout cas, je vous tiendrai au courant quand ça arrivera et si ça arrive. Donc, en tout cas, voilà, pendant qu'on va continuer le podcast, je vous invite à ouvrir votre smartphone à l'adresse patreon.com/techcafé et d'aller explorer tous les avantages pour vous inscrire et vous inscrire gratuitement en plus dans un premier temps. On va s'éloigner un peu de Las Vegas où s'est déroulé le CES, mais on va rester pas très très loin des États-Unis pour la suite des news et on va parler d'IA, l'IA qui, on le sait bien maintenant, nous empêche de distinguer le vrai du faux. Bon, sur les poupées à caractère sexuel, on l'a vu, on arrive encore à le distinguer, mais c'est moins vrai quand même pour les informations qu'on voit passer d'actualité. Il faut arriver à séparer le bon grain de l'ivraie, expression désuète dont vous avez eu l'explication récemment. Et donc c'est oui en particulier vrai pour chaque grand événement d'actualité internationale. Et en ce moment, on est gâtés, on a de quoi faire. Notamment avec la capture de Nicolas Maduro, le président vénézuélien, par les États-Unis. Et ça ne déroge pas à la règle, pas plus que les arrestations complètement hallucinantes, j'en vois passer vraiment complètement hallucinantes auxquelles on assiste aux États-Unis, Guillaume. Oui, on vit dans un monde palpitant, où il se passe plusieurs drames et catastrophes par semaine, où la première puissance mondiale sombre dans une dictature autoritaire, et au milieu de tout ça, l'IA, évidemment, ça aide pas. Faut bien le dire, elle risque de faire imploser Internet, ou du moins une partie, une grosse partie, puisque les médias sociaux pourraient s'effondrer sous leur propre poids. Ça aide pas qu'apparemment la plupart des gens n'ont tellement aucune idée de comment marchent ces algos qu'ils leur prêtent des capacités qui sont carrément magiques. Je rigole pas, vous n'ignorez pas qu'un agent de l'ICE a exécuté de sang-froid une femme à Minneapolis. Je vais pas développer trop le sujet, mais enfin voilà, vous savez aussi sans doute que la vidéo joue un rôle majeur dans cette histoire. La scène a été filmée de plusieurs angles, et que selon 2 témoins, me semble à ma connaissance, on voit clairement que l'agent n'était pas en danger au moment où il a tiré. La version officielle donc de la légitime défense tenant sur une autre vidéo filmée sous un autre angle. La vidéo est importante, c'est une pièce à conviction dans cette histoire, et vous savez bien aujourd'hui la vidéo, c'est devenu problématique parce que c'est malléable, la vidéo est malléable à l'infini. Il existe donc aussi des fausses vidéos basées sur des vraies images de cet événement qui circulent. Ça, c'est confus. Et mieux encore, il y a des gens qui ont utilisé l'IA pour enlever le masque de l'agent de l'ICE, qui est l'agent donc incriminé, qui a tiré. Et c'est là qu'on voit que c'est de la magie pour certains. Bien sûr que l'IA va vous donner un visage crédible. Le mec, il est masqué, tu lui demandes de le démasquer. Oui, l'IA, elle va le faire, évidemment. Elle va te mettre une tête de Jean. Bien sûr que ce ne sera pas du tout la tête du vrai gars. Comment voulez-vous que l'IA le connaisse ? Elle va imaginer un visage lambda et c'est tout. Sauf que des gens peuvent y croire et harceler des mecs qui n'ont absolument rien à voir avec la soupe. Pour l'affaire Maduro, c'est la même chose. Il y a une masse de fausses images et de vidéos là-dessus aussi. J'en ai vu une perso que franchement, j'aurais pas détecté. Quand je l'ai su, j'ai vraiment regardé. C'est très difficile de détecter ça comme faux, surtout sur un écran de téléphone, quoi. C'est celle de divers Vénézuéliens, des Vénézuéliens qui pleuraient de joie et qui remerciaient Trump, avec une vieille dame qui pleure, comme ça, vous l'avez peut-être vu passer aussi. J'ai eu beau regarder, c'était vraiment pas évident. C'est une infox qui a été relayée par Elon Musk. Et il y en a eu bien d'autres comme ça qui ont envahi les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux sont devenus un flot continu de vraies et de fausses images mélangées, au point que c'est devenu vraiment intenable. Les experts sont d'accord, à court terme, il va y avoir une érosion rapide de la confiance générale dans les médias en ligne, et tout le monde va douter de tout, vérité comme mensonge. C'est normal, puisqu'on est arrivé à un moment où, ça y est, vidéos synthétiques RL ne sont plus discernables. J'y arrive plus. Et vous y arrivez pas non plus. Il y a une étude qui le montre, les gens n'y arrivent plus, même ceux qui ont une formation sur le sujet, d'ailleurs, à leur grande surprise. Ça rejoint ce que nous disait d'ailleurs Adam Mosseri, dont on parlait la semaine dernière. Mais selon René Hobbs, professeur de communication à l'Université de Rhode Island, ça va conduire à une fatigue, voire à un épuisement cognitif. Parce qu'on est tous faits pour croire a priori à ce qu'on voit. Et si on sait que tout peut être faux, on va être envahi perpétuellement par le doute et l'anxiété. L'anxiété va devenir la norme, et du coup, la seule issue va devenir le désengagement. Alors le désengagement des réseaux sociaux, c'est pas bon pour Adam Mosseri, c'est pas bon pour Instagram, mais ça on s'en fout, au contraire. Mais il y a plus grave en fait, ce désengagement peut devenir un désengagement global de la recherche de la vérité.
On peut juste se retirer parce que c'est trop difficile et puis tant pis. On cherche plus à savoir, on cherche plus à comprendre. Et ça peut devenir encore plus grave parce que alors qu'est-ce qui reste, quoi. Mmh. Quel enfer! Bon et c'est pas évidemment, très réjouissant, mais c'est vrai que c'est un point marquant et j'ai l'impression que c'est un point très, 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 très fort, auquel on est tous soumis. Je pense qu'on tombe tous d'accord sur le fait qu'on n'arrive plus à avoir de la même pas croire en fait, mais arriver à vérifier une authenticité. Ça va être évidemment très compliqué. On continue sur les modifications d'images et on revient en particulier sur les dérives dont on a parlé, la semaine dernière, dans Tech Café. Rappelez-vous, sur X, l'IA d'Elon Musk, Grok, qui permet de déshabiller n'importe qui, y compris les mineurs. Le réseau social a réagi. On aurait pu penser qu'il y aurait eu, voilà, des limites qui auraient été instaurées, mais en fait, c'est pas vraiment la mesure à laquelle on s'attendait qui a été mise en place, Guillaume. Oui, c'est vrai qu'on va continuer dans l'affaire Grok et pédophilie qui nous occupait la semaine dernière. Ça va ressembler, la structure ressemble pas mal à celle de la semaine dernière finalement de Mmh. l'épisode. X a décidé d'apporter une réponse supplémentaire qui est rendre le service payant. A priori, bon, ça peut aider parce que ça apporte une friction évidemment supplémentaire et vu qu'il faut avoir une carte bleue, du coup on peut se dire que la majorité des utilisateurs potentiels sont déjà majeurs et qui peuvent aussi être facilement retrouvés s'ils font des conneries. Bon, voilà. Mais bon, comme toujours avec X et Elon, c'est jamais aussi simple. Si désormais générer des images n'est plus possible que pour les abonnés payants, on peut toujours éditer des images gratuitement. Donc, t'as une image d'une actrice habillée, tu n'as qu'à demander à Grok de tout enlever, et puis c'est parti. Ce qui suffit donc, ça suffit pour foutre n'importe qui en porte-jartel, hein, la modification. Et par ailleurs, la génération d'images gratuitement est toujours possible sur l'application Grok et son site web. Cette mesure est donc littéralement une demi-mesure. Et pour finir, on peut aussi se demander à quel point c'est pas un moyen juste de monétiser un service qui sera plus ou moins encadré selon l'humeur et le lol, quoi. Parce que, comme on l'a dit la semaine dernière, si la pédophilie est clairement proscrite sur X, X est très très tolérant pour à peu près tout le reste. Et en plus d'avoir un gros passif de laxisme en ce qui concerne l'application de ses propres règles. Mais bref, finalement, la génération d'images de cul, ça devient plus une feature de X comme bug. Et c'est là que l'hypocrisie nous éclate à la gueule. Mmh. On peut se souvenir que CivTI, qui offrait à peu près les mêmes services de génération d'images de cul, a été obligé d'arrêter sous la pression des intermédiaires de paiement. X sera-t-il inquiété par Visa ou autre? C'est pas sûr. Parce que déjà, techniquement parlant, l'application X et Grok devraient avoir été jartées des App Store. Je rappelle quand même C'est que vrai. les règles de l'App Store verbatim, hein, donc l'App Mmh. Store dit verbatim dans ses règles, les applications ne doivent pas inclure de contenu offensant, indélicat, dérangeant ou destiné à dégoûter, de très mauvais goût ou tout simplement effrayant. Bon, et chez Google, on a les applications qui n'interdisent pas aux utilisateurs de créer, de télécharger ou de diffuser des contenus facilitant l'exploitation ou la maltraitance des enfants sont immédiatement supprimées du Google Play. Bon, voilà, je pense que c'est quand même assez clair. On rappelle que pendant le procès Epic versus Apple, Apple considérait que le bananaman à poil, c'était inapproprié. Il considérait que c'était donc que Epic serait dangereux parce qu'on pouvait, via Epic, télécharger le magasin de jeux Itch.io, qui est un magasin de Mmh. jeux indé sur lequel il y a tout et n'importe quoi, évidemment, et des trucs pour adultes, et que donc c'était pas bien, tu vois, parce que Apple, c'est le chevalet blanc qui doit Oui. protéger ses utilisateurs. Protéger ses utilisateurs de jeux porno en pixel art. Alors que bon, Iceblock, par contre, une application qui prévient où se trouve la milice de Donald dans les rues de la ville pour essayer de sauver sa peau, ça par contre, ça a été viré hein, de l'App Store, très rapidement. Parce que ça, tu vois, parce que Ice, c'est pas dangereux. Tu vois, Itch.io, il est Mmh. dangereux, mais Ice, non. Y a-t-il eu la C'est vrai. moindre réaction de Sundar Pichai et Tim Cook à toute cette histoire avec Grok? Non. Est-ce qu'il y a eu la moindre menace de le virer des App Store? Jamais de la vie. Parce que ce sont d'énormes hypocrites et qui sont Mmh. terrorisés de contrarier Elon Musk et par extension évidemment Donald Trump. Les patrons de la tech sont des pantins sans colonne vertébrale et l'actualité nous le démontre un peu plus chaque jour malheureusement. Ouais, c'est sûr qu'il suffit de confronter les situations pour voir, les contradictions. On finit, avec Elon Musk qui a sa manière, aussi bien à lui de gérer ses affaires. Est-ce utile de dire que ces dernières échéances prévues pour la disponibilité du FSD, la conduite, autonome, ont été, une fois de plus en cette fin d'année 2025, dépassées? Puisqu'on parle de l'Inde, on peut continuer un petit peu. Il a tellement de projets de boîte, de toute façon, c'est voilà. Alors toujours des projets qui sont toujours pharaoniques et dont parfois on se Il a des demande idées. s'il saisit bien tous les tenants et les aboutissants. Parce que dernièrement, il a donné une interview avec Peter Diamandis à propos de sa future Terrafab. Parce que c'est quand Ouais. même majeur, hein, c'est un truc énorme. Hein. Elon veut se lancer dans la fonderie de puces, dans la fabrication de microprocesseurs. Et au même niveau que TSMC et Intel, donc potentiellement jusqu'aux 2 nanomètres, ce qui est quand même une annonce vraiment fracassante, quoi.
Et là, il a eu une remarque qui me laisse vraiment perplexe, parce qu'il a dit, je pense qu'il se plante avec les chambres blanches dans les usines modernes. Moi, je parie que si Tesla fabrique du 2 nano, je pourrais manger un cheeseburger et fumer un cigare dans l'usine. Je me dis que il fume sans doute pas que des cigares, hein, parce que d'ailleurs c'est avéré par ailleurs, mais bref. Parce qu'il sous-entend qu'il pourrait donc fumer n'importe où dans l'usine, qu'il n'aurait pas de chambre blanche. Ça me paraît vraiment difficile. Les puces modernes sont gravées dans des salles blanches, des salles sans la moindre poussière, pour une raison évidente, hein. La moindre impureté à la moindre étape du processus de lithographie, et c'est des puces qui sont pas fonctionnelles à l'arrivée. Parfois, c'est même des wafers entiers qui partent à la poubelle, s'il y en a trop. Je comprends pas ce qu'il veut dire. Si on part du principe qu'il sait de quoi il parle, ce qui n'est pas garanti, hein, quand même. Hein. Parce que Elon parle, et puis après, bon, voilà quoi, il croit qu'il veut. Regarde pour le FSD, effectivement, hein, c'est vrai que c'est assez... c'est un bon exemple. En 2025, il a affirmé qu'à la fin de l'année, il lancerait un service de taxi sans supervision, aucune, hein, et qui serait accessible à 50% des Américains. On est quand même un peu loin du compte. Ces robots taxis, ils roulent avec un mec au volant à Austin et San Francisco. Et ils ne sont pas utilisables par les clients. Bon, là, désormais, Elon, il affirme qu'ils ont besoin de 10 milliards de miles de données de conduite pour faire ce qu'ils veulent. La réalité a une longue traîne de complexité, qui dit Sandek. Et bon, là, ils en sont à 7 milliards, là, tout de suite, de miles. Ben, ils le savaient, ça, l'an dernier, hein, déjà. Mais bon, ils s'en foutent, en fait. Voilà. En 2016, c'était 6 milliards, après, c'était 7 milliards, là, c'est 10 milliards. Bon, bah, ils changent parce que, voilà, quoi. Et puis, ça l'arrange, en vrai. Parce que tant que son système est en niveau 1, il n'est pas responsable. S'il passe en niveau 2, ben, ça sera beaucoup moins simple de dire que c'était pas sa faute quand il y a un crash. Hein. Bon, reste que le choix du robot taxi par rapport au nouveau modèle de voiture, c'est un choix étrange, hein, et Tesla a besoin de gros coups de fouet. Les nouvelles réglementations de son poteau, Donald Trump, là, sont plus favorables du tout aux électriques, d'une manière générale. Et les Américains restent très très attachés aux moteurs qui fument et qui puent. Hein. Il y a eu une étude de Deloitte qui le montre. 61% des Américains préfèrent encore un moteur à explosion que toute autre chose. 21% sont partants pour une hybride, et seulement 7% pour une électrique. C'est pas de chance. Hein. Dans tous les autres pays, la majorité des gens préfèrent électrique ou hybride, si on en croit donc cette étude. On voit aussi que le coût d'acquisition est un sujet majeur, évidemment. Alors déjà, le coût au kilomètre, c'est la principale raison de préférer une voiture électrique, ça c'est sûr. Mais on voit aussi que la gamme de prix que les gens sont prêts à accepter, c'est en gros entre 20 et 50 000 $ pour 50% des gens. C'est même moins, hein, pour 21%. Donc le prix de la voiture, c'est une raison de ne pas acheter pour 40% des gens. Et c'est l'autonomie pour 47%, et c'est le temps de recharge pour 44%, si vous voulez tout savoir. Après, il y a le manque d'infrastructure, la sécurité, tout ça. C'est des raisons qui sont bonnes, qui sont plus ou moins discutables, mais ils sont bonnes. Et c'est quand même assez frappant de voir que l'électrique reste un marché de niche aux États-Unis. Donc il y a une marge de progression, enfin en réalité pour Tesla, hein, mais il faut aller la chercher, il faut vraiment l'exploiter. Et là, bon. J'aime bien ta tournure, il y a une marge de progression pour Tesla, c'est une manière enthousiaste de voir les choses, mais ce qui est factuellement vrai, effectivement. Peut-être que le vent tournera en cette faveur. On va bientôt vous diffuser avec Gaëtan, on a fait un épisode usage sur la voiture électrique. Je pense que ça pourra peut-être en intéresser une bonne partie d'entre vous. Si vous voulez la voir, restez abonnés au podcast Tech Café ou allez vous abonner à la chaîne YouTube, vous aurez ça dès que ça sortira. En attendant, on enchaîne avec une rubrique jeux vidéo que vous pouvez compléter bien évidemment, comme je vous le disais tout à l'heure, en allant sur techcafé.fr pour lire les articles de Thorax. Il a notamment écrit un article aussi sur l'identification de l'âge pour s'inscrire sur Roblox, qui s'est généralisé au monde entier. Je ne sais pas si ça va vraiment résoudre tous les problèmes. Enfin, il en parle dans son article. On commence en tout cas cette rubrique, Guillaume, avec les magasins GameStop dont la situation s'arrange pas du tout. Je comprends plus trop GameStop. Enfin, je comprends plus les dirigeants de GameStop. Après, il y a peut-être rien à comprendre. Hein. Après avoir fermé 590... C'est les mêmes qui négocient TikTok pour les États-Unis, en fait, c'est ça. Qui quoi ? C'est les mêmes qui négocient la manière dont TikTok doit être pris en charge par les États-Unis, je pense. Ah bon, tu vois, c'est pas très cohérent. Tu vois. Enfin, en tous les cas, ils ont fermé 590 magasins en 2024 et ils vont encore en fermer 430 dans le mois qui vient. Ça passerait le nombre total de magasins qu'ils ont sous les 2000. Ils comptent aussi réduire la voilure au Canada et en Europe. Et on sait qu'ils veulent partir de France dans les 12 mois qui viennent. C'est pas un secret, je sais toujours pas ce que va devenir Micromania. Je sais pas s'il y a des repreneurs, je crains que nous ne le sachions pas non plus. Tout ça fait bien sûr des milliers de chômeurs en plus, et c'est encore plus déprimant quand tu vois le délire dans lequel sont les cadres de la boîte. Hein, parce que le conseil d'administration de GameStop est prêt à donner au CEO Ryan Cohen une prime de 35 milliards en stock option s'il réussit à atteindre certains objectifs.
Et là, on est en mode Tesla. C'est-à-dire qu'on a une récompense délirante pour des ambitions qui le sont tout autant. Pour avoir ces 35 milliards, GameStop doit atteindre les 100 milliards de capitalisation boursière et les 10 milliards de chiffre d'affaires, c'est-à-dire pas moins de 10 fois plus qu'aujourd'hui. N'importe quoi. Comment tu veux étendre un business 10 fois alors qu'il galère un maximum et que son business, le jeu physique, qui n'est pas précisément un créneau d'avenir, hein, je suis le premier à le déplorer, mais bon, c'est quand même pas un mystère. Bon, écoute, je sais pas où ils sont, je sais pas où ils habitent, je comprends pas. C'est triste. On attend en attendant impatiemment la Steam Machine, le PC console pas portable de Valve. Moi, alors j'ai vraiment hâte de voir à quel prix ça va sortir, mais j'ai peur que ce soit cher, Guillaume. Oui, depuis qu'elle a été présentée, la Steam Machine, ça déchaîne les passions. Vous trépignez d'impatience de connaître son prix. Ah oui. De savoir si oui ou non, Valve sera notre sauveur, notre lumière dans la nuit de la pénurie, notre réconfort dans cette année de larmes et de renoncement. Et la réponse, c'est probablement pas. Alors, en vrai, on ne sait pas. Et il y a 2 magasins tchèques qui ont prélisté dans le code source de leur page des prix pour les futures Steam Machines, alias le GameCube, j'aime beaucoup. Et c'est cher. C'est l'équivalent de 950 $ pour la version 512 Go et de 1070 pour la salle 2 Tera. D'ailleurs, je suis assez étonné qu'il y ait aussi peu d'écart entre les deux, mais passons. On voit ça un peu partout dans la presse et on en déduit que ça va se retrouver chez nous à 900 balles. Et c'est très prématuré. C'est possible. Mais en fait, on est vraiment sûr de rien. On ne sait pas si ces sites ont vraiment des infos ou s'ils ont juste mis une estimation au doigt mouillé à l'arrache en prévision et qui modifieront ça en temps et en heure. On n'en sait rien. C'est vraiment pas évident. Hein. Donc, c'est pas évident que ce soit le même prix dans tous les pays, bien entendu aussi. Et donc, en vrai, si on résume, on sait que dalle. Bon, cela dit, Valve a prévenu que ça allait être plus prix PC que console. Après, on ne sait pas à quel point. C'est la zone à question composant. On ne sait pas à quel point Gabe a des stocks. On espère que oui, mais il ne faut pas s'attendre à des miracles. On peut continuer d'espérer que, quand même, que ce soit un peu moins cher que ça. 900 balles, ça me paraît un peu cher. Très honnêtement, ça me paraît même vraiment cher. Après, est-ce que ce sera 700? Est-ce que ce sera 800? Bon, à voir. Il a combien le Steam Deck maintenant, neuf, juste pour avoir un Il élément doit être de au-dessus, autour comparaison? de 400, non? Ah, je crois qu'il est plus cher que ça encore, hein, Ça non, dépend, la en version version OLED, elle est OLED? plus chère. Mais, Et ils vendent plus la version LCD, je crois. Ah si, pardon, Si. 419 € pour la version LCD et ça monte à 679 € pour la 1 Tera OLED. J'imagine pas Steam Machine sortir à moins du prix du 1 Tera Steam Deck OLED. Bon, on verra, j'en sais rien non plus d'ailleurs. On enchaîne et on termine plutôt avec des rumeurs qui semblent s'accorder sur quelque chose qui serait là aussi alors, vraiment étonnant. Plus qu'une annonce officielle de Half-Life 3, un DLC pour un jeu sorti il y a plus de 10 ans. C'est fou, non? Et oui, on reste dans les rumeurs, mais celle-ci est quand même plus étayée, parce que c'est IGN Pologne qui affirme qu'ils sont au courant depuis très longtemps qu'un nouveau DLC sera en préparation pour The Witcher 3. Le C'est 3, fou. sorti il y a 10 ans, ça c'est du service après-vente quand même. Ah, c'est clair, hein. Ouais, c'est suivi sur long terme. Et il n'y a pas que IGN Pologne, il y a un autre site qui s'appelle PPE aussi, qui a confirmé que c'était en cours depuis une bonne année minimum. Alors, on leur a même explicitement dit que The Witcher allait balader sa vieille carne de balafré dans une nouvelle contrée, donc il s'agirait d'un contenu majeur, hein, façon Blood and Wine, une nouvelle région. Ce qui pourrait être Zerikania, donc avec un paysage plus aride a priori, mais c'est pas du tout confirmé. Ça peut paraître étrange, mais c'est pas si idiot, hein, puisque CD Projekt, il est à fond sur 2 énormes projets, Witcher 4 et Cyberpunk 2, mais c'est des trucs qui sortiront dans très longtemps. Hein. Witcher 4, c'est, je sais pas, 2027 au bas mot, et Cyberpunk 2, c'est peut-être presque 2030. Donc, franchement, dans l'intervalle, ils peuvent se faire quelques petits billets assez facilement, finalement, en sortant un DLC pour un jeu qui a été, qui est devenu un vrai classique, hein, forcément, un jeu qui a eu un énorme succès et qui est tout à fait mérité. Un de mes jeux préférés, probablement. Donc, franchement, même moi, je serais intéressé par un DLC de The Witcher 3, même 10 ans après. Incroyable. Une question, Guillaume. Je n'ai jamais touché à The Witcher 3, aucun The Witcher d'ailleurs, mais pas Witcher 3. Est-ce qu'en 2026, tu conseillerais de se lancer? Sans problème, surtout que sur les machines nouvelle génération, le jeu a été... ils ont sorti des versions avec de bien meilleures textures, de bien meilleurs éclairages, il y a même du ray Et au tracing. niveau du gameplay, ça vaut le coup? C'est sympa? Ouais, non, ça reste très très bien. Ça reste très très bien. Ok. Et puis les histoires, elles vieillissent pas. Hein. Bon, après, tu pourras toujours, évidemment, au niveau de la mise en scène, des expressions faciales, tout ça, tu sens que ça a un peu vieilli, tu vois. Accepter. Mais les paysages sont toujours super cool, la jouabilité est toujours très bien. Moi, je trouve que ça a pas tant vieilli que ça, hein, c'est toujours d'actualité. Hein.
Trop bien. Eh ben écoute, je verrai si j'y jette En pas plus, ça un coûte œil sur plus tout. que dalle. Ouais, c'est ça, il y a des promos, puis ça, il coûte pas très très cher, effectivement. Bon, bah écoute, j'irai jeter un coup d'œil. Merci infiniment, Guillaume, pour le travail de préparation de cet épisode de Tech Café. J'espère que vous avez eu votre dose d'infos incontournables et de bons moments passés en notre compagnie. Guillaume, est-ce que tu veux expliquer enfin à nos auditeurs et à nos auditrices où on te retrouve? Écoute, moi, je vais aller faire un tour dans un Micromania. Déjà, c'est les soldes, donc il y a des bonnes affaires. Et puis, c'est pas sûr que l'an prochain, ils soient toujours là. Alors, bah, écoutez, allez dans les Micromania et faites des bisous aux vendeurs. Ça va Ouais, faire c'est vrai que plaisir. ça peut être intéressant, effectivement. Et je me réjouis toujours, moi, d'avoir des jeux physiques. C'est fou, hein. Ah, Je mais suis moi vraiment. aussi, ça me... Non, mais bon, vous me J'ai connaissez. honte. Mais... Enfin, j'ai honte. Non, j'ai pas Honte honte. de quoi? Non, non, Tu non, mais devrais avoir effectivement, honte la d'avoir tendance, honte. comme. Non, c'est vrai, mais comme tu le décrivais tout à l'heure, c'est vrai que c'est pas du tout la tendance. Et bon, il y a. Malheureusement, pas trop. Moi, ce que je trouve cool, c'est que ton jeu d'occasion, tu peux acheter des jeux d'occasion, tu peux les revendre aussi, tu peux les prêter, oui, oui. c'est quand même cool. Bon. Oui. Bref. Je suis Guillaume Vendée, vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr dans quelques jours, dans un prochain épisode de Tech Café. Ciao à toutes et à tous. Ciao à tous.